T'as aussi acheté une R8 en 10 minutes sur un coup de téléphone à l'époque. C'est vieux, cette anecdote-là. Et donc voilà, c'est devenu Spicy. Et Spicy, la première année, on fait 6,4 millions de chiffres avec 2,2 millions de marge. Là, tu passes d'un truc de freelance, un peu nomade digital, à chef d'entreprise. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est 27. En termes de chiffres, notre plus belle année, ça a été 11 millions de chiffres. C'était pas l'an dernier, mais celle d'avant. C'était la pire année de ma vie, mais bon, ça, on pourra y revenir si tu veux. Vu que ça marche bien, t'organises de grosses soirées, tu pètes un plomb, t'achètes des voitures. Si en 10 minutes, t'achètes des voitures, des super voitures en... Voilà. Alors, le truc, c'est que je l'ai refait après ça. Mais... Avec une Ferrari, pour dire aux autres. Exactement. On parlait de Tougan, c'est un peu underground, finalement, toutes ces techniques. C'est un peu pirate, quoi. Je dirais plutôt c'est en dehors des sentiers battus. Mais moi je connais personne qui a réussi en utilisant la même route que tout le monde. Je me méfie de ces belles histoires qu'on raconte après. Parce qu'en vrai c'est là, tu racontes un truc, c'est cool, hein, c'est inspirant. Mais la réalité c'est qu'en fait tu échoues parce que tu travailles pas assez, parce que t'es pas sérieux, parce que tu changes d'avis trop souvent. Bah là par contre c'est moins ok comme échec quoi. T'es moins à la maison parce qu'il faut bosser le soir. Tu bosses plus 40 mais tu bosses plus. T'occupes moins de tes gosses, tu fais plus de sport, tu vois plus tes darons, tu vois plus tes potes. Parce qu'en fait il faut gérer les merdes et tout te gonfle. Et à ce moment-là tu te rends compte que toute ta vie c'est devenu un calvaire. Alors du coup, j'aime bien dire que la réussite, c'est un petit peu la sortie du film au cinéma, que c'est un petit peu les interviews qu'on fait pour de la promo, etc. Et que l'échec, c'est tout l'inverse, c'est les coulisses, c'est les perches, c'est les caméras qu'on a devant nous, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Et du coup, dans cet épisode d'Échec et grâce, parce que je pense que tu apprends le nom en même temps, le but, c'est un petit peu de creuser sur la personne que je reçois et de savoir qui est Gérald que je reçois aujourd'hui quand personne ne le regarde. Écoute, merci d'être là, Gérald. Et comment vas-tu? Écoute, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Et écoute, ça va très bien. Il fait enfin beau à Bordeaux, donc, donc écoute, quand il fait beau, j'ai le moral, donc tout va bien. Super, au top. Du coup, le but un petit peu de ce podcast, c'est de parler de l'échec, parce que mon sujet, c'est de normaliser l'échec. Et puis, je t'ai un petit peu envoyé à la trame, donc tu sais à peu près de quoi on va parler, etc. Mais voilà, on va faire un petit peu le tour de ton parcours, savoir de qui tu es, d'où tu viens, un petit peu creuser selon toutes les informations que j'ai pu récupérer. Parce que je te disais en off. Ouais, j'ai bien bossé. Ouais, j'ai absolument regardé tous tes podcasts. Tu sais que c'est hyper intimidant ça quand tu me racontes un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, forcément, tu dis putain. Si ça peut te rassurer, je pense que je suis plus intimidé que toi. Ouais. Mais... donc ouais, faire ça. Après, savoir un petit peu, du coup, l'échec, les échecs ou l'échec que tu as vécu. Je t'ai demandé d'en préparer un. Et puis débattre un petit peu autour de ça. Et puis on conclura là-dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je donne ma vision, en tout cas de comment moi je te perçois. Ouais, et puis après, je te laisserai te présenter. Si je devais moi te résumer, je dirais que t'es un peu, alors je sais pas si tu vas bien le recevoir ou si ça te met sur un piédestal et que t'es pas à l'aise avec ça, mais un peu le papa des entrepreneurs. Pour des raisons, parce que c'est un peu toi qui dis comment faire vite et bien une fois qu'on doit passer des steps, etc. Le scaling, c'est un peu ta cam. Parce que aussi, il y a un peu tout l'entrepreneuriat francophone dans tes masterminds ou dans ton mastermind. Et donc c'est un peu comme ça que je te vois. Et puis moi, je t'ai découvert parce que je crois que c'est un peu une de tes phrases, quand tu dis ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas là-bas. Et donc je l'ai piqué, hein. Je l'ai piqué, mais je le dis beaucoup. Ouais. De toute façon, on pique tous les phrases. C'est ça, de ouf. On n'invente rien. Je t'ai découvert à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que j'ai un peu plus accroché au personnage. Enfin, c'est ce truc-là qui a fait dire, ok, il est intéressant le gars. Et donc voilà, un petit peu pour résumer comment moi je te vois. Est-ce que tu as des trucs à compléter là-dessus? Non, mais donc du coup je le reçois très bien, merci. Et non, écoute, c'est rigolo de voir la perception, forcément, tu vois. Si tu m'avais demandé de me présenter moi, j'aurais peut-être pas utilisé les mêmes mots, mais en fait ça me convient très bien la façon dont tu le fais, donc c'est hyper cool. Et l'angle du podcast, pour revenir juste là-dessus sur ces notions d'erreur, c'est j'en parlais avec Marguerite qui m'accompagne sur la partie communication. Et en fait, nous on se rend compte que quand on sort du contenu et qu'on raconte nos galères, c'est de loin ce qui fonctionne le mieux. Ouais. Et alors ça vient peut-être avec le personnage, ou quand tu dis un peu le papa, un peu l'ancien et tout, ça vient peut-être avec ça un peu justement ces retours d'expérience qui sont un peu plus attendus que peut-être quelqu'un de plus dynamique, avec des promesses. On parlait beaucoup des promesses marketing, etc. Tout à l'heure, en mode 20 balais, Dubaï et Lambeau. Ouais, tu vois, c'est peut-être, on m'attend peut-être plus sur du retour d'expérience, un petit peu les retours du vieux qu'autre chose. Moi, quand je dis papa, moi, c'est un peu ça.
mine de rien, parce que tu as beaucoup plus d'expérience que la moyenne que ce qu'on voit sur Non, mais Instagram. je parle de ma paternité à longueur de temps, donc ça va dans la tonalité du truc, quoi. Mais je dis pas vraiment dans le... tu donnes une direction aux entrepreneurs, c'est un peu ton taf, quoi, finalement. Ouais, clairement. Ouais. C'est vraiment, dans une semaine, il va falloir faire ça, dans un mois, tu vas être confronté à ça, dans 3 mois, à ça, pour scaler, il va falloir que tu fasses ça. Donc c'est un peu dans ce truc, donner une direction comme un papa, finalement, donnerait à son enfant. Donc c'est un peu comme ça que je te vois. Et donc c'est pareil, bon, je sais pas si tu veux parler de ton état civil, disons, tu l'as déjà beaucoup fait, mais juste pour rappeler, du coup, tu es le fondateur de Entreprendre. D'ailleurs, je me suis demandé, tu avais dû galérer à prendre le nom de domaine. Ah, mais quoique c'est un point .me. C'est un point .me, ouais. Non, Ouais. ça a été. Ok. Il a déjà eu un petit historique, ce site, avant, mais pas. Ok. Voilà, enfin, voilà, c'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai racheté. Mais ouais, non, j'ai pu l'acheter très facilement. Ok, cool. Et donc, tes 3 grands principaux produits, c'est incubateur, accélérateur et mastermind. Ouais, exactement. Ok, Trois ça étapes de construction d'un business. L'incubateur, on structure l'idée pour en faire un projet pérenne. L'accélérateur, c'est on génère du revenu. Donc, en gros, on va de 0 à 10K par mois en prestation de service ou en vente de formation. C'est de la prestation de service d'une manière détournée. Et ensuite, le mastermind, c'est on structure le solo business en entreprise. Et donc, on va plus loin. Et là, on est déjà sur les entrepreneurs qui font 200-300 par an et qui vont aller jusqu'au million à minima, quoi. Enfin, du coup, qui ont la target du million dans le viseur. Ok. Ouais, parce que c'est pareil, il y a un gros gap entre le plus petit revenu, qui est déjà un beau revenu, et celui qui a un très gros revenu dans le mastermind. Ouais, exactement. Et très souvent, après, c'est des enjeux, ça a des enjeux de livraison, ça a des enjeux de partenariat, alors que dans l'accélérateur, donc de vraiment générer son premier revenu, ça va être des enjeux de positionnement et des enjeux de distribution, c'est-à-dire comprendre le marketing, comprendre sa cible et mettre les bons leviers en face de cette cible-là, quoi. Enfin, voilà, développer telle ou telle stratégie marketing. Voilà, nous, on revendique pas avoir une stratégie qu'on met sur l'étagère, mais on sait que tous ceux qui ont réussi, ils sont passés par ces étapes-là, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis moi aussi un petit peu aux gens que j'accompagne, c'est je sais pas forcément ce qui va marcher, mais en tout cas, je suis à peu près sûr de ce qui marche pas, Ouais. parce qu'on a déjà Exactement. vu telle ou telle chose. Ouais, ok. Et puis pour donner un petit peu aux gens, donner envie aux gens de rester, t'as aussi, je te dis, j'ai bien bossé. T'as aussi acheté une R8 en 10 minutes sur un coup de téléphone à l'époque. C'est vieux, cette anecdote-là. Je crois que c'est dans une interview avec Enzo, peut-être. Enzo, Ouais, exactement. Ça, c'est très vieux, ça. Je crois que c'était... Attends, c'est quoi? C'est 2022, j'ai sorti ça? La date, je saurais pas te dire. Ah ouais. Si, en fait, si, je sais te dire, parce qu'il y a un autre truc que je voudrais aborder avec toi. Parce que tu dis quelque chose et tu parles en fait de tes résultats de l'année passée, et c'était 2020. Ouais, C'était une année record que tu avais fait, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. On va en parler parce que tu m'as demandé de préparer un échec et c'est la suite de ça, tu vois. Ok, trop bien. Tu vois, même moi, je voulais t'en parler. On va faire un update de cet épisode avec Enzo. Trop bien. Donc voilà, un petit peu pour faire le topo. Donc du coup, on peut rentrer un peu dans tout ça. Moi, j'aimerais bien savoir par chronologie, un petit peu par quoi commencer. Alors, il y a du dev web, enfin de la création de sites web et de la vente de sites web. Il y a du rugby. D'ailleurs, t'en parles et je trouve qu'on... Enfin, ça dit beaucoup de choses quand même, le fait que tu sois allé en espoir de rugby, tu vois, la discipline, le travail, etc. Donc ouais, rugby, dev, il y a un SaaS, il y a du e-com, il y a plein de trucs. Donc refaire un petit peu une chronologie. C'est quoi le premier truc dans ce que je viens de te citer là? Est-ce que c'est... la vente de site web est arrivée avant le rugby ou après? Non, le rugby, j'ai toujours fait du rugby. Ok. Donc, comme je le disais brièvement tout à l'heure, on est à Bordeaux. Et du coup, ici, t'as pas trop le choix. Quand t'es gamin, tu passes par le rugby, quoi. Donc, moi, j'ai grandi à Sainte-Foy-la-Grande, à côté de Saint-Émilion. Et donc, du coup, tout le monde fait du rugby là. Tout le monde, t'as pas le choix. Mon père, il faisait du rugby. Mes frangins, ils ont fait du rugby. Enfin, voilà, tout le monde fait du rugby. Et donc j'ai fait ça très tôt. Ça marchait plutôt bien. Donc pas un gros travailleur, donc j'ai pas un gros ça m'a toujours un peu gonflé de faire du physique, de faire des trucs comme ça, mais j'aimais vraiment jouer, donc c'était le jeu qui me plaisait. Et en fait c'est juste génial, t'attrapes un ballon, t'as 15 mètres qui courent après et tu dois le mettre derrière. Enfin c'est ultra ludique le rugby, pour le coup c'est un des trucs les plus ludiques. Et donc j'ai fait ça et ça marchait plutôt pas mal et je suis parti à 15 ans. Du coup je suis venu jouer à Bègle, donc c'est à 1 heure à peu près de chez mes parents. Et donc j'ai fait ma scolarité en parallèle du rugby parce que je suis rentré au centre de formation. Et donc voilà, j'ai fait scolarité classique d'un petit Bordelais. Donc j'ai fait mon lycée, etc. Et puis après le lycée, j'ai eu l'opportunité de partir en école d'ingé. Et puisque moi au départ je voulais faire de la radio.
Donc, tu vois, le podcast, parce que j'ai un podcast aussi, et ça m'a rappelé enfin, voilà, c'est très lié à cette première vocation qui était de faire de la radio. Et donc, je suis parti en école d'ingé. Là, j'ai découvert la programmation. Et donc j'ai commencé à coder des petits sites. Je me suis rendu compte qu'au lieu d'aller chez McDo l'été pour bosser, pour faire des sous, parce qu'on a tous besoin de faire des sous quand on est étudiant, ben, si je codais un site, potentiellement, c'était l'équivalent d'un mois de revenus chez McDo, ou à faire de la maçonnerie, ou à faire serveur. Et donc ben ouais, j'ai compris que c'était plus facile, et que du coup, c'était assez cohérent avec ce que j'apprenais à l'école. Donc j'ai commencé à coder des sites. Alors voilà, c'est le site du coiffeur, c'est le site du jardinier, c'est voilà, tu vois, de l'assaut du rugby, tu vois. Donc voilà. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir jouer à Périgueux quand ils sont montés en Pro D2. Donc j'ai fait 2 ans en espoir. Et donc là, j'avais 20 ans. Ok, donc il y a la vente de site web est en même temps que finalement cette période espoir. Bah, au départ, tu le fais un peu, c'est de l'échange de services. Enfin, c'est, comment dire, c'est pas, t'as pas une boîte qui est structurée, tu le fais ça comme ça, hein, tu le fais à la bonne franquette, quoi. Et donc voilà, et je suis parti en espoir. Et c'est là où je me suis mis, à mon compte, entre guillemets, que j'ai déposé un statut, j'ai ouvert une micro-entreprise. Ouais. Et j'ai commencé à faire des sites à ce moment-là, ouais, exactement. Ok. Et c'est quoi le truc qui te fait passer de on bidouille un peu, on fait du rugby, on bidouille un peu, on vend au coiffeur, à ok, je dépose un statut. Ouais. Bah en fait, moi, mes parents, mon père était archi, ma mère était, elle travaillait dans un lycée, elle travaillait dans le personnel de direction d'un lycée. Ils sont plutôt très très normaux, je sais pas si ça se dit, mais tu vois, c'était très corporate. Ouais, voilà, c'était voilà. Alors mon père avait entrepris, mais en gros, c'était travaille bien à l'école, sois bon au sport, et tout marchera. Et en fait, c'est vrai que mon école, si j'étais allé jusqu'au bout de mon école d'ingé, parce que je l'ai arrêté, je l'ai droppé, en fait, dans l'absolu, j'étais quasiment sûr de trouver un taf, aller faire les 4-5 000 balles par mois en tant que consultant. D'ailleurs, ce que j'ai fait un petit peu, mais voilà, donc ça aurait pu aller. Le rugby, j'aurais clairement pas pu jouer en pro, ça c'est clair, mais quand tu fais quelques années en espoir, tu fais 2-3 ans en espoir, tu vas te trouver un club de fédéral, tu es sûr de gagner, allez, tes 1 500-2 000 balles de ce que nous on appelle des ICA au rugby. Donc en fait, tu te rends compte que tu as la vie qui est pas mal. Il te manque plus qu'acheter un labrador et la maison, voilà, exactement. Et puis t'as la vie tranquille, quoi. Et en fait, je voulais pas ça. Donc en fait, moi j'ai grandi, j'ai pas eu de difficulté en grandissant, parce que j'étais dans un contexte familial qui était tout à fait normal. Et je pense que j'ai voulu un peu me rebeller, entre guillemets. Et la façon dont je me suis rebellé, c'est que j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté le rugby, et j'ai structuré ma boîte, quoi. C'était le moyen, tu sais, un peu d'aller officialiser la chose. Ouais, c'est ça. Et puis mes parents, dans tous les cas, tu vois, parents plutôt ce qu'on pourrait appeler maintenant bobo de gauche, tu vois. Donc en fait, c'était en mode fais ce que tu veux du moment, mais par contre, te loupe pas, quoi. C'est nous, on te soutient. Si t'as envie de faire un truc, du moment que t'as pas froid, t'as pas faim, t'as pas peur, tout est possible. Et donc fais ce que tu veux, mais par contre, te loupe pas. Parce qu'il va falloir assurer, parce que tu prends une décision, tu l'assumes. Voilà, c'est assume, c'était ça. Ouais, et donc j'ai monté ma boîte et je l'ai fait bien par rapport à ça, parce que je savais que là-dessus, ils rigoleraient pas. Ok, et tu vois, ça c'est marrant, parce que du coup, c'est un peu te loupe pas, ça veut dire fais pas d'échec, quoi, finalement. Ouais, exactement. Tu penses qu'il le mettait où, le truc de te loupe pas? C'est quoi? Il y a un moment, il faut que tu fasses de l'argent dans tant de temps, il faut que ce soit sérieux, enfin, il le mettait où, le te loupe pas? Ça veut dire quoi pour eux? Ouais, c'est en gros, sois cohérent. C'est-à-dire, si tu veux monter un truc, fais-le à fond. Et mes parents, du coup, ils ont eu une boîte, comme je te disais, ils ont eu une boîte où mon père a entrepris, ma mère, du coup, tu sais, comme beaucoup de couples de cette époque-là, donc moi je suis né en 90, donc ça c'était dans les années 85 à peu près, ils ont monté une boîte et ma mère, elle a bossé avec mon père. Et il est tombé malade. Donc tu vois, il a un problème au cœur, il a dû arrêter la boîte. Et du coup, à ce moment-là, ils ont dû revendre la baraque, ils ont dû changer de niveau de vie, etc. C'est normal, il entreprenait, du coup, il y a une notion de risque, une notion de perte, etc. Et donc, ça leur a un peu tombé sur la gueule. Donc là, tu vois, si t'es un peu stoïque, tu dis bon, ben, pas de chance, mais ils peuvent pas s'en vouloir. Tombe malade, quoi. Et donc ça, je pense que ça, c'est un échec qui est acceptable de manière générale. Mais par contre, si tu échoues parce que tu travailles pas assez, parce que t'es pas sérieux, parce que tu changes d'avis trop souvent, là, par contre, c'est un peu plus, c'est moins ok comme échec, quoi. Et donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils m'ont amené. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de choses, on veut te le dire d'une manière, tu l'entends de l'autre, et au final, ça convient à tout le monde, tu vois. Mais là, c'était un petit peu ça. Donc moi, j'imagine que c'était un peu ça, l'idée. Ok, ça marche. Et du coup, ça s'est bien passé, apparemment. J'ai bossé.
Ouais. Et On j'ai en revient à la même bossé, chose. ouais, j'ai été cohérent. Et en fait, ça m'a passionné. Et peut-être que c'était la première fois que j'étais passionné par un truc, en fait. Mhm. Le fait de lancer des projets, le fait d'aller me vendre. Ça, c'était un stress de ouf au départ. Après, c'était devenu une drogue. Et le fait d'aller... parce que quand tu vends, en fait, tu vends pas la qualité de ta presta, tu vends ton sérieux. Donc, en fait, tu te vends à toi quand t'es freelance, quand tu fais tout ça. Donc, j'adorais ça. Et ouais, je crois que c'est la première fois que ça me passionnait. Parce que le rugby, au final, ça m'avait pas tant passionné que ça. Ouais, tu t'amusais tout à l'heure. Ouais, je tout à l'heure, m'amusais, tu disais. mais j'étais pas prêt à mettre les moyens en face. Ouais. Voilà, j'étais pas cohérent. Tu vois. Ouais. Voilà, ça m'amusait, mais c'est- c'était pas professionnel dans le sens où j'étais pas prêt à faire les efforts pour. Ouais, c'est ça. Ouais. La douleur de l'effort était Ouais. beaucoup plus forte que la passion que tu y mettais, l'amusement que tu y mettais. Ouais. Ok. Non, ça marche, c'est cool. Et donc, tu continues ton petit bout de chemin en vendant des sites internet. Et l'étape d'après, c'est quoi? Ouais, je me retrouve avec l'anecdote. Tu vois, au départ, j'étais très énervé, et puis maintenant, je bénis cette étape de vie. Je me retrouve avec un mec qui me contacte et qui me dit voilà, j'ai acheté un nom de domaine sur ventedesites.fr ou .com, je sais plus. Et du coup, si j'ai besoin de recoder le truc, c'est un site qui rank en SEO. Et donc qui rank en référencement naturel, qui est, voilà, quand tu tapes la requête principale, tu tombes dessus sur Google. Et donc du coup, est-ce que tu peux me reprogrammer le truc? Et donc je le fais. Et plus de nouvelles du mec. Et en fait, ce site rank et fait des ventes, et plus de nouvelles du mec. Le mec ne me paye pas. Et je me retrouve avec ce site. Je me pose la question. T'as la main mise dessus. Ouais, j'ai tout dessus. Et c'est plusieurs mois de boulot. Hein. C'est presque 3 mois de boulot. Et je me retrouve avec ça. Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'assois sur ma facture? Est-ce que je le reprends? Est-ce que je le laisse crever? Et en fait, au départ, je laisse crever. Et puis après, je dis, je vais le reprendre. Et donc voilà. Et donc, j'ai remonté un nom de domaine à côté. J'ai refait ranker. Mais par contre, le code était déjà fait. Donc, j'ai refait le travail de référencement. Et donc, ça a été mon premier business en ligne où j'avais pas besoin de bosser pour gagner de l'argent. Et donc là, ça fonctionnait en référencement naturel. À l'époque, c'était très simple, le référencement naturel. Tu bourrinais, t'achetais des backlinks, donc t'achetais des liens. T'avais des services qui te faisaient ça. Et ça suffisait. Alors après, il y a eu Google a mis à jour ses algos et comme on dit, je me suis fait pingouiniser. C'est-à-dire qu'ils ont mis un algo qui s'appelle Pingouin et qui du coup était là justement pour détecter la triche en référencement naturel. Et donc là, je me suis fait déboîter et c'est là où j'ai découvert la publicité. C'est là où j'ai découvert Johan Elias, que je salue, qui fait partie de mon mastermind et qui est un ami de longue date et qui était mon premier prestataire, mon premier et mon unique prestataire sur Google Ads. Donc pour faire la même chose, donc être premier dans Google, mais non pas de manière organique, mais de manière payante. Et donc ce qu'on appelle le SEA. Et donc voilà, donc ça a été mon premier business en ligne. Et quand j'ai découvert que c'était possible de décorréler le temps et les revenus, je me suis dit, ok, continue à faire des sites web si ça te plaît, mais ne les fais pas pour d'autres gens, fais-les pour toi. Et il y aura un vrai effet de levier. Et c'est là où après, j'ai dû faire tout le travail de recherche de niche, etc. Et ça m'a amené à faire du e-commerce très, très rapidement, de vendre des produits. Ouais, ça, du coup, on va y venir. Mais pour refaire un petit saut en arrière, il arrive à te contacter comment, ce gars-là? C'est quoi un petit peu? Parce que tu vois, j'ai une petite communauté. Je leur ai dit que je faisais une interview demain. Je leur ai pas dit qui c'était ou quoi que ce soit, mais je leur ai dit si vous avez une question à poser à quelqu'un qui est quand même très avancé, ça serait quoi? Et à chaque fois, c'est la même. C'est qu'est-ce qu'il a mis en place qu'est-ce qu'il a mis en place pour commencer à y arriver, quoi. En fait, c'est toujours la même question, le 0 à 1, quoi. Ouais, bien sûr. Là, c'était très simple. C'était, quand tu rentres en école d'ingé, le premier truc qu'ils te font faire, c'est acheter ton nom, ton prénom.com. Ah ouais? Donc, géraldfort.com. Et ils disent, tu vas coder ton portfolio. C'est-à-dire que tous tes projets que tu vas faire pendant tes années d'études, tu vas les documenter sur ton site. Et tu vas expliquer comment tu as bossé dessus, les technologies que tu as utilisées, Trop bien. les problématiques, etc. Et donc, tu vas le documenter. Et en fait, ça te fait un petit peu ton mémoire d'école. Et ça, en gros, tu le présentes en fin d'année, en fin de parcours. Et donc, j'ai fait ça. Et donc, à l'époque, je rankais sur développeur freelance Bordeaux. Ok, d'accord. Et ça a été ça. Donc, vraiment, Google. Et pourquoi ça rankait? Toujours pareil, c'est parce que la méthode pour ranker à l'époque, c'était d'avoir des liens entrants, des liens qui pointent vers ton site. Vous faisiez tout ça entre vous dans le... Et on faisait tout ça entre nous. Et puis, à chaque fois qu'on faisait une prod, si je faisais le site de mon asso de rugby, je faisais le site du jardinier ou de la coiffeuse, en bas, je mettais site réalisé par Gérald Fort. Ouais. Et le lien pointait vers moi. Donc, c'était extrêmement simple. Mais en fait, ce que j'ai fait, ça, c'est un des trucs qu'on enseigne dans l'incubateur, c'est que j'ai documenté l'expertise. Mais d'une manière très... avec humilité. Ouais, exactement. Humilité et transparence. C'était documenter ce que je fais, les projets sur lesquels je bossais où je gagnais pas d'argent,
les projets que je faisais pour moi, les projets clients. Et ce que je faisais, et ça c'est un truc que je pense que j'ai bien fait, c'est que quand tu fais de la presta web, quand t'es graphiste ou quand tu fais de la vidéo, etc., quand tu fais des métiers de l'image, en fait, t'es pas le dernier. T'es censé avoir l'expertise, mais t'es pas le juge. C'est ton client peut te dire, ah ouais, non, mais en fait, tu vois, le logo, j'aimerais qu'il fasse la moitié de mon site. Et en fait, j'aimerais pas qu'il soit en 2 couleurs, mais j'aimerais qu'il soit en 25 couleurs, en typo, je sais pas quoi. Et en fait, ça retrouve à être un truc dégueulasse. Et donc, moi, ce que je documentais, c'était pas ce que le client me validait, mais c'était la façon dont j'avais fait mon travail. Ok. Et donc, c'est vraiment beaucoup de totale vulnérabilité sur le truc, quoi. C'est j'ai fait ça, j'ai eu des galères, voilà les retours clients et tout. Et donc, en fait, ça a montré une bonne expertise sur la gestion de projet. Et puis ça montrait aussi ta personnalité, encore une fois, Ouais. tout ça. Ouais. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, quoi, finalement. Ouais, de ouf. Ouais. Il faut documenter. Il faut pas y avoir peur de raconter sa vie, entre guillemets. Alors, ce qu'on a bouffé hier soir au resto, on s'en fout. Ça, il faut arrêter de le faire. Mais par contre, expliquer comment on travaille. Et, Ce qu'on ressent. Ouais, exactement. Et ce qu'on vit, ce qu'on découvre. Et je pense que c'est un peu dans la même philosophie que les sujets dont on va aborder aujourd'hui, quoi. C'est amener de la vulnérabilité. Et puis quand ça marche bien aussi, se la raconter. Il n'y a pas de problème à se la raconter quand on a des beaux succès, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, tu vois, en parlant de ça, on le disait juste avant que quand tu parles de tes échecs, de tes galères, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je suis tombé et j'ai découvert du coup ce personnage-là qui a été dans ton dernier mastermind, je crois, le mec qui fait du storytelling, Nabil. Ouais, Nabil, ouais. C'est ça, Nabil Sami, si je dis pas de exactement. conneries. Samedi, exactement. Samni, ok, Ouais. pardon. Excuse-moi, Nabil. Il va regarder en plus, Nabil. Ouais. Donc j'ai découvert ce gars-là. J'ai mon groupe Discord avec tous mes clients, tous mes élèves, j'aime pas trop dire élèves, mes clients. Et je leur ai dit, putain, faut aller regarder ce truc-là. C'est la première fois que je comprends comment appliquer le storytelling. Je connaissais les trames, éléments déclencheurs, situations initiales, les galères et tout ça. Et là, j'ai adoré. Et donc, lui, il le dit, en fait, les galères, c'est ce qui connecte avec les gens, etc., etc. D'ailleurs, il commence par la conf comme ça. Elle est excellente. J'ai adoré. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en tout cas, ouais, je comprends un petit peu mieux le truc. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est quand même pas trop... parce que j'ai travaillé avec des devs, et puis comme je suis dans l'IA, je travaille avec des devs. Enfin, les devs diraient que c'est pas des devs parce qu'ils font du no-code, mais c'est un autre ouais, débat. Bien sûr, ouais. Ça reste du développement. C'est pas du code, mais ça reste du développement. Ouais, c'est ça. Et c'est pas dans l'ADN, ouais. Ouais, c'est pas du tout dans l'ADN du dev, quoi, du tech, de faire de la com, de faire du marketing, mais de documenter. C'est pourquoi moi je le fais. Parce que je suis un très mauvais dev. Ouais. Et donc du coup, je suis pas mauvais, mais je suis pas bon. Donc, ouais, t'es pas vraiment dev tech derrière ton PC. Tu vois, hier, j'ai codé un petit truc au bord de la piscine avec les enfants, tu vois. Donc j'ai surveillé, je codais mon truc, mais je le fais pour m'amuser. Mais je pourrais pas faire ça toute la journée. J'aime vendre des trucs en fait. Et donc voilà. Et d'ailleurs, quand dans la boîte, je dis, oh les gars, je bosse sur un sujet. Il y a Gab et Hugo, qui sont les deux frangins et qui bossent dans la boîte, qui font le dev chez nous. Ils commencent à stresser, quoi. Ouais. Je leur remets le bordel, tu vois. Et, putain, il va mettre ses malades dedans. Ouais, c'est ça, il a tout pété, quoi. Okay, donc ouais, non, mais oui, en effet, ouais, c'est en effet, c'est pas. Alors ça change un peu. Tu vois des mecs, putain, j'oublie à chaque fois son nom, mais son nom de famille c'est Benoît Debon, Benjamin Code, pardon, qui est bordelais. Et lui, tu vois, il documente justement sur YouTube. Il est excellent. Ah ouais. Il documente justement sa vie de dev. Avec le nomadisme digital, le fait qu'il ait repris un job en entreprise, puis il entreprend et tout. Et ça, c'est hyper intéressant. Et tu as de plus en plus de devs, comme Micode, par exemple, qui font des contenus de ouf. Ils le font bien, en plus. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup... Et d'ailleurs, moi, ça me passionne, ce genre de sujet-là. Et c'est un peu en train de changer. Mais c'est vrai que, comme ma barbe blanche en témoigne, j'ai 34 piges. Quand j'ai commencé à coder, j'avais 17. Ça fait un petit bout. C'est vrai que l'état d'esprit a changé et les usages ont bien changé. Ouais, parce que c'est quand même, c'est deux mondes opposés, quoi, le marketing, le dev. Okay. Non, mais très bien. Mais en fait, du coup, ça t'a aussi montré que fallait peut-être un petit peu s'échapper du dev et aller faire donc de la vente. Et donc, on en revient à cette fameuse auquel je découvre qu'on peut faire du business en ligne. On a tous les mêmes déclics de putain, je suis chez moi et j'ai vendu à un total inconnu. Je viens de faire des sous en ligne, putain, c'est fou. Et donc, du coup, tu te mets dans l'e-commerce, alors, c'est ça ? Ouais, exactement. Mais là, du coup, je tombe sur la problématique que le truc principal en e-commerce, c'est la recherche de niche. Parce que faire un site, c'est pas compliqué. Faire des ads, on peut s'en sortir. C'est pas non plus... c'est un peu plus technique, mais voilà, ça se fait. Mais par contre, tu peux faire tout le site que tu veux, toutes les ads que tu veux, toutes les pubs que tu veux. Si ton produit est pourri, tu feras pas une vente, quoi. Et la recherche de niche, c'est le seul truc que j'avais pas fait. Parce que mon premier business, il m'était tombé sur le...
il m'était tombé sur... il était tombé du ciel, quoi. Et donc, recherche de niche. Et donc avec Johan, dont je parlais tout à l'heure, on a fait plein de recherches. On s'est rendu compte que nous, on était très bons dans le search. Donc, en gros, quand les gens formulent une requête sur Google, en fait, on faisait en sorte d'être toujours bien positionné. Donc, en opposition à tout ce qui est méta, donc à l'époque Facebook, et puis ensuite Insta. Et donc, on se rend compte qu'on est bon là-dedans. Toute la data, elle est disponible sur Google fournit le nombre de requêtes mensuelles. Si tu veux, admettons, là, il y a des appareils photo Sony dans Google, tu sais combien il y a de personnes en France qui l'ont tapé le mois dernier, et tu as une projection sur combien le taperont le mois prochain. Ouais. Il faut une projection aussi. Ouais, tu peux. Après, avec d'autres outils comme Trend, etc., tu peux voir à peu près les échelles. Oui. Okay. Et donc, du coup, tu recoupes la donnée, et puis voilà. Et tu sais aussi combien ça va te coûter à chaque fois que quelqu'un va cliquer dessus. Alors, c'est une échelle de valeur. C'est pas une unité qu'il faut prendre. Faut pas, voilà, il te le signe pas. Tu peux payer plus cher ou moins cher, mais ça te donne une idée. Et donc, on a fait de la recherche de niche. Et là, on s'est mis sur Google Shopping. Okay. Donc, les produits qui s'affichent directement sur la page de recherche de Google. Et on s'est spécialisé là-dedans. Donc, on allait bourriner des requêtes qui étaient avec une forte demande et peu d'offres. Et on allait se positionner là. On trouvait des anomalies et puis on a commencé à faire du e-commerce comme ça. Mais la recherche de niche, ça a été un vrai sujet. Ah ouais. Ouais. Et vous avez testé beaucoup de produits avant de trouver le bon, comme ils disent, le winner. Le winner. Ouais, non, mais nous, on n'était pas sur une stratégie winner. La façon dont on bossait, et ça a été, on allait prendre des produits qui étaient justement plutôt des anciens winners. Ouais. Et les règles en e-com, très souvent, c'est tu vois un produit... alors c'était à l'époque, mais tu vois un produit à 30 € passé en pub, tu sais qu'en gros, le vendeur l'a acheté 10, il va mettre 10 € en pub, il aura 10 € de marge. C'est à peu près ça, les ratios à quelque chose près. Et nous, ce qu'on faisait, c'est que ce produit, donc, qui était vendu 30, souvent avec des grosses promesses marketing, des sites avec plein de fautes d'orthographe, parce que les dropshippers ne sont pas des champions du Becherel. Et donc du coup, on allait voir ces produits-là, on allait les sourcer, on trouvait le même fournisseur, donc exactement les mêmes produits. Et au lieu de les proposer 30, on les proposait à 12, c'est-à-dire 10 plus la TVA. Et on les vendait à 12, donc sans marge, et même à perte, puisqu'on prenait la pub, on finançait la publicité. Ouais. Et on misait tout sur l'upsell, donc sur la vente additionnelle. Ouais, okay. C'était un pied dans la porte. Et donc, et au départ, ça semblait, quand on le racontait dans les différents masterminds, notamment celui d'Enzo et de Saad, à l'époque, ils disaient, mais vous êtes complètement fous. Mais en fait, aujourd'hui, comment on vend des formations ? On vend exactement les formations de la même manière. On achète des prospects, donc on est prêt à payer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros pour avoir un prospect. Avec un truc gratuit. Et un truc gratuit, un webinaire, un lead magnet, un petit produit, etc. Et en espérant pouvoir les convertir à 1500, 2000, 3000 € dans 6 mois, 1 an. Et donc, c'est exactement le même modèle. Et nous, on a appliqué ça. Et vu que les produits étaient saturés, ils avaient été vus et revus. Enfin, les gens étaient habitués à le voir à 30, d'une manière marketée, avec des techniques vraiment très agressives et donc qui n'amènent pas spécialement beaucoup de confiance. Et nous, on faisait des sites très soft, avec beaucoup de garanties, très peu de promesses, très basés sur les caractéristiques et non sur les promesses, contrairement à ce qu'on t'apprend. Et on sortait du lot. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on pourrissait la vie des dropshippers. Parce qu'en fait, on les vendait, on les collait, on les vendait au prix. On les vendait au prix d'achat. Et donc... et l'agressivité était plutôt derrière, sur l'upselling. Exactement. L'agressivité, elle est derrière. Donc, dès que tu achetais le produit, derrière, on disait, on a 2500 produits remisés de la même manière. Et donc, c'était pas compliqué de dire qu'on remisait, parce qu'on vendait tout à prix coûtant. Ouais. Et vu que le marché, c'était de faire x3, et nous, on dit, tu vas le payer 3 fois moins cher. Donc, en fait, que les gens... voilà. C'est smart. Et donc, voilà. Et on gagnait de l'argent sur les espaces membres. C'est-à-dire qu'on disait, si tu vas avoir accès à tous nos produits, on avait 2500 produits, donc on passait notre temps à sourcer des produits, tu prends un abonnement, tu payes une vingtaine d'euros par mois, et tu as accès à notre espace membre. Ok. Et donc après, ils consommaient pas, dans tous les cas, nous, on gagnait notre vie sur l'abonnement. Et ça, tu me parles de ça, c'est en quelle année ? Ça, c'est juste avant le Covid. Ok. C'est juste avant le Covid, et ce truc-là, c'est devenu notre première grosse boîte où on a embauché, qui s'est appelée Spicy Checkout. Ok, d'accord. Et on arrive sur l'épisode que tu as cité tout à l'heure avec Enzo, où en fait, quand on lance ça, on fait 6,4 millions. Qui est un SaaS finalement. Exactement. Parce que du coup, oui, au départ, on le code à la main parce qu'on est des devs, on a un ADN de dev. Mais au bout d'un moment, on dit, OK, mais comment on va
comment on va passer à l'échelle. Enfin, on peut pas passer à l'échelle, quoi. Il nous fallait 1 mois pour intégrer le truc à chaque fois, ou 2. En fait, on va le faire en SaaS. On va le mettre un peu plus sur l'étagère, etc. Et donc voilà, c'est devenu Spicy. Et Spicy, la première année, on fait 6,4 millions de chiffres avec 2,2 millions de marge. Donc, royal, quoi. En e-commerce, personne ne faisait ça, quoi. Et donc voilà, donc très, très satisfait de ce truc-là. Et ça a été une belle aventure parce que du coup, tu dois structurer une équipe. On prend des bureaux. Il faut structurer le sourcing, l'intégration au produit, etc., etc. On ne l'avait jamais fait. Et là, tu passes d'un truc de freelance, un peu nomade digital, à chef d'entreprise, quoi. Et donc voilà. Et en plus, on a eu le vent dans le dos parce que l'année d'après, il y a le Covid. Et là, Internet, ça pète de ouf. Et donc, vu que notre modèle, c'était d'aller copier des winners, des winners, il en sortait tous les jours. Ouais, tu m'étonnes. Et ça, tu l'expliques comment, cette réussite ? Est-ce que maintenant, avec le recul, tu arrives à voir et à identifier ce qui a fait que ça a bien marché je sais pas, est-ce que c'était un momentum ? Est-ce que ça doit être un mélange d'un peu de beaucoup de choses, je pense, mais... En fait, je pense que Donc, j'ai eu 3 carrières, on peut dire. Ma première carrière, ça a été de faire des sites web et on me trouvait sur Google. Mm-hmm. Deuxième carrière, j'ai réutilisé le fait de comprendre que les gens pouvaient chercher quelque chose dans Google et acheter. C'est bête, mais... Et donc, du coup, j'ai dit, je vais monter du e-commerce là-dessus. Ce qui a permis d'accélérer le e-commerce, ça a été de mettre en place un système d'affiliation. Puisque après, j'ai dit, OK, les recherches Google, c'est bien. Mais en fait, il faut que j'utilise comme une information et non pas comme un levier. Il faut que je trouve des partenaires pour eux qui fassent la vente et que eux financent la publicité. Ouais. Donc, le BFR. Donc, j'ai mis en place un système d'affiliation. J'ai rejoint des masterminds pour trouver des e-commerçants qui, à ce moment-là, n'avaient pas de marge. Et nous, on dégageait quand même un tiers de marge. Et cette affiliation-là, ce modèle d'affiliation, j'ai appris, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, c'est ce qui drive mon business incubateur / mastermind. Donc, à chaque fois, il y a un point. Donc, il y a la partie formation que je fais aujourd'hui, le e-commerce que je faisais hier et la partie freelance que je faisais avant-hier. Mais à chaque fois, il y a eu un pont. Donc, j'ai pas eu l'impression d'effacer toute la page à chaque fois. Ouais, okay. J'ai repris le truc qui fonctionnait bien pour aller vers quelque chose où j'étais un petit peu plus aligné, où ça m'amenait un peu plus de liberté, et où j'étais un peu plus fier et surtout drivé. Parce que moi, je suis un kiffeur, donc si je kiffe pas, c'est vite compliqué. Et donc voilà, à chaque fois, j'ai récupéré le gros domino et je l'ai amené à l'étape d'après. Donc je pense que c'est ça qui a fait tout ça. Et pareil, tu faisais des trucs comme dit, on en parlait tout à l'heure, je fais un peu de name dropping, on parlait de Tougan, c'est un peu underground finalement, toutes ces techniques. C'est un peu pirate, quoi. Trouver des affiliés, faire de l'upselling alors que personne ne le faisait. Toutes ces techniques un peu, alors, c'est pas de la malice, mais presque, quoi. Mais ouais, en fait, je dirais plutôt, c'est en dehors des sentiers battus. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement ce que je voulais dire. Mais moi, je connais personne qui a réussi en utilisant la même route que tout le monde. Oui, c'est pas faux. Mais du coup, tu les imaginais où ? Tu les sortais d'où ? Tu t'es formé ? Où est-ce que tu trouvais toutes ces idées ? Non, mais je dors pas la nuit, donc déjà... Non, je rigole, maintenant je dors beaucoup, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je dormais pas beaucoup. Mais non, en vrai, non, je sais pas te dire. Et toujours pareil, tu vois, on parlait des notions d'échec, et là, du coup, on est plus sur les notions de succès, mais je me méfie de ces belles histoires qu'on raconte après. Parce qu'en vrai, là, tu racontes un truc, c'est cool, hein, ça inspire. Mais peut-être... Mais en tout cas... Je fais exprès pour mettre en contraste entre les deux, mais... Mais la réalité, c'est qu'en fait, tu essaies des trucs. Ouais, donc c'était plein de tests. Ouais, c'est plein de tests. Et au départ, tu fais de l'affiliation, mais c'était un gars qui dit, putain, ton système, c'est pas mal, tu veux pas me le filer ? Et en fait, c'est pas toi qui as l'idée, hein, c'est le mec. Ouais, okay. Moi, mon premier business en ligne, quand le gars me paye pas, c'est lui qui me contacte. Il me dit, j'ai acheté un site, et du coup, j'ai fait un crédit conso chez CTLM, est-ce que tu veux coder mon site, quoi ? Ouais. Pour acheter un nom de domaine, tu vois, et fait un crédit conso, le gars, il me dit, ok, j'ai plus d'oseille, du coup, est-ce que t'es prêt à coder le site ? Et voilà. En fait, c'est énormément de chance / capter l'opportunité, quoi. Ouais. Mais il y a énormément de chance, tu vois. Il y a énormément de chance. Non, mais c'est bien, tu fais bien de le rappeler, parce qu'effectivement, pour remettre un petit peu dans le contexte, je fais exprès d'un peu décortiquer le parcours, histoire qu'on sache un petit peu qui tu es. Après, je vais aller chercher un petit peu, je vais te poser une autre question que je te spoil pas, et après, on ira vraiment dans le sujet. Mais par rapport à ça, excuse-moi, dis-moi. Je pense qu'au départ, quand on se lance, faut capter énormément de signaux. T'es en mode, t'es une parabole. C'est vraiment ça, l'image de la parabole. Je capte tout ce qu'il y a autour de moi. J'essaie de comprendre un peu comment fonctionnent les choses, où sont les difficultés, quels sont mes avantages, mes unfair advantage, donc mes avantages déloyaux et compétitifs, et donc qu'est-ce que je fais mieux que les autres, sur quoi j'ai plus d'avance. Ça, c'est le premier truc en mode parabole. Et ensuite, quand le business marche, il ne faut pas tomber dans à ce moment-là, il faut couper cette parabole et devenir plutôt un barrage.
C'est-à-dire laisser passer vraiment juste un fil d'eau, mais faire une grosse retenue d'informations, une grosse retenue de projet. Et au départ, j'étais en mode parabole, j'essayais de capter tout ce qui se passait. Je parlais à tout le monde. J'allais, dès que je pouvais, j'allais dans un événement. Dès que j'ai pu, financièrement, j'ai pris des masterminds. Enfin voilà, c'était vraiment de discuter avec des gens. Ouais, ça, c'est super intéressant, ça. En fait, aller chercher un maximum de data partout où tu Ouais, pouvais aller en exactement. chercher. Si t'es pas curieux dans tout. Attends, si t'as pas d'infos, tu joues aux fléchettes. Si tu veux, t'es quand même obligé d'avoir un minimum d'informations. T'es obligé d'ouvrir les yeux, quoi. Ouais, C'est clair. juste ça. Au départ, c'est ça. Et après, c'est focus. Mais au départ, c'est vraiment parabole. Je capte des signaux. J'essaie de voir comment fonctionnent les choses, de comprendre les systèmes. Ouais, c'est ça. Et ça, du coup, c'est intéressant parce que ça met un peu le point sur. On entend tout le temps, du coup, ce truc de utiliser votre avantage compétitif. Et finalement, pour le trouver, il faut aller le chercher. Et donc, en faisant plein de trucs, plein de tests, plein de stratégies différentes, etc., aller chercher de la data, discuter avec des gens. Ah, mais ok, trop bien. Ok, et donc après, en découle, pour finir un petit peu le parcours, il y a ce Spicy Checkout. Donc on est plein Covid, quoi, finalement. Et donc de ce que je comprends après avoir bossé sur ton sujet, c'est que manque de sens un petit peu sur tout ça. Ouais. Bah, je te laisse nous raconter un petit peu la suite. Bah, à ce moment-là, le challenge, comme je te disais, moi j'aime bien les challenges, j'aime bien kiffer. À ce moment-là, il y a moins de... Le hack marketing, il est trouvé, c'est l'affiliation. Le modèle, il est trouvé, c'est l'upsell. La techno, elle est codée. Donc après, moi je m'en occupe plus, je fais plus la maintenance dans mes projets. Ouais. Donc en fait, je me fais vite chier. L'équipe, elle est recrutée. Je me fais vite chier. Et donc je me retrouve, alors, je documente un peu tout ça, ce qui commence à faire que mes réseaux sociaux commencent à un peu marcher, etc. Et puis au bout d'un moment, bon, je sais plus trop quoi faire, donc je lance un podcast. Je rejoins un mastermind, celui de Romain Collignon, et je me dis, bon, ben là, je suis un peu en quête de c'est quoi la suite, quoi. Je sens que je suis à la fin d'un cycle. Et puis du coup, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Tout simplement, je m'étais jamais posé la question. J'ai toujours fait par opportunisme jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai déjà mon fils qui a 4 ans, j'ai ma fille qui arrive, je me marie. Et là, je me dis, il faut que je passe à autre chose. Et donc, je me suis retrouvé, j'étais pas mal sollicité pour faire des prestations de consulting. Ok. Donc en mode purement marketing, quoi. Acquisition, conversion. Et je fais un petit peu ça et je me rends compte que j'aime bien. C'est pas du tout scalable. Je peux pas du tout en faire. Déjà, quand j'enchaîne 4 consultations dans la journée, je suis rincé. Ouais, peut-être comme ça. Ouais. Voilà. Et puis en fait, je me rends compte aussi que j'aime bien aussi repartir un peu avec ce côté freelance. Parce qu'en fait, quand tu fais de la consultation, c'est toi et toi-même, quoi. Ouais. Tu es tout seul sur Zoom, on te pose des sujets. Si tu les as un petit peu en avance, tu les bosses. Sinon, t'interviens. Ensuite, tu fais ton compte rendu, machin, etc. Et là, j'avais une boîte avec pas mal de monde à ce moment-là. Cette activité-là, je la fais moi tout seul. Donc Baptiste, du coup, dans mon équipe, gère la boîte, gère le run de la boîte. Et du coup, là, je me remets en mode parabole avec ces consultations et je me rends compte que y a pas mal de vendeurs de formation, c'est-à-dire des infopreneurs ou des organismes de formation, qui me contactent pour avoir des conseils en marketing. Et donc, je pars là-dedans et ça, je me rends compte qu'il y a un énorme pain sur tout ce qui est organisme de formation, CPF, etc. Donc, une énorme problématique à adresser, puisque c'est le moment où le CPF arrive. Et je me dis, il faut qu'on aille là-dedans. Je comprends en fait qu'il y a un vrai enjeu pour les formateurs à faire ça. Et c'est à ce moment-là que je lance l'incubateur. On passe toutes les certifications pour donc Calliope et compagnie, pour nous-mêmes être organisme de formation. Et on utiliser ce levier-là. Ouais, exactement. Et on lance du coup notre formation création, aide à la création à la reprise d'entreprise, parce que c'est le terme pompeux que France Compétences nous demande d'utiliser. Et donc du coup, on lance ça et ça cartonne. Ça cartonne de ouf. Et là-dessus, je fais appel à tous mes potes qui ont des expertises, dont pas mal, dont j'ai droppé les noms tout à l'heure, sur le marketing, sur la vente, sur la vision, sur le mindset de manière générale. Et puis je leur dis, on fait une capsule ensemble et je vous mets dans l'espace membre et comme ça, vous faites la visibilité, etc. Et donc aujourd'hui, l'incubateur, après un petit moment d'existence, on est à plus de 8000 personnes formées. Ok. Donc ça marche plutôt bien. Et les gens qui viennent, souvent, c'est des gens qui vont envisager une reconversion pour lancer leur boîte dans le digital, donc en prestation de services ou en vente de formation. Et donc, du coup, on va les aider à structurer. Donc, j'ai la viabilité économique du projet, poser la vision, comprendre les enjeux de structuration, SARL, SARS, micro-entreprise, etc. Ça, et puis après, des enjeux de productivité. Voilà, c'est sur ça qu'on les accompagne et ça a été le shift.
Donc le lancement de l'incubateur Entreprendre. D'accord. Ok, ça marche. Là-dessus, du coup, on va pas vraiment parler d'entreprendre. Tu l'as déjà beaucoup fait, et puis du coup, c'est ce que tu fais au quotidien. Les gens, je mettrai tous les liens en description. Les gens pourront aller découvrir un petit peu comment ça se passe. Mais est-ce que, juste pour mettre une petite base sur cette activité, est-ce que tu peux parler de chiffres? Combien vous êtes en structure, pas en tant que client? Tu travailles avec qui, etc., etc. Parce que ça va m'amener à une question après qui est intéressante, je pense. Ok. Alors aujourd'hui, en collaborateur, alors pas que sur l'incubateur, parce qu'il y a forcément des gens qui sont sur plusieurs sujets dans la boîte, mais en tout, on est 27. Moi, je suis associé, du coup, j'ai 2 associés. Donc, moi, j'ai 50% du capital et ils se partagent les 50 qui restent. Donc, voilà. On a fait ça en famille, puisque je me suis associé avec mon épouse. On a fait ça avec les copains, parce qu'il y a Flo. C'est en rapport avec ça, la question j'imagine. Mais du coup, il y a Flo, il y a Baptiste, il y a plein de copains. Il y a Natacha, qui sont des amis avant d'être des collaborateurs. Et donc voilà, donc aujourd'hui on est 27. En termes de chiffres, notre plus belle année, ça a été 11 millions de chiffres. Donc c'était pas l'an dernier, mais celle d'avant, donc 2022. Félicitations. Merci. Alors, c'était la pire année de ma vie, mais bon, ça on pourra y revenir si tu veux. Ouais, de toute façon c'est souvent corrélé. Et du coup, non, ça marche plutôt bien. Et ce qui est trop cool dans l'incubateur, c'est qu'on met le doigt sur tous les erreurs de structuration que j'avais faites avant. Ouais. Et donc ça, c'est trop cool. Parce que Spicy, au moment où je pars faire des consultations individuelles, je m'en occupe plus du tout. Et tu sais, quand tu rates pas la route, la voiture elle va dans le fossé, là ça fait exactement la même chose. Ah ouais. Et donc d'un business qui était hyper porteur, basé sur un modèle à l'abonnement, etc., on s'est retrouvé à perdre de l'argent au final. Donc cette boîte qui n'existe plus aujourd'hui? Non, le projet n'existe plus. La boîte existe encore, mais le projet n'existe plus. On n'a pas eu besoin de liquider ou de faire des trucs comme ça. La boîte existe encore, elle est en sommeil, mais il n'y a pas de... Non, Spicy aujourd'hui n'existe plus du tout. Je ne sais même pas si le site est encore en ligne. Tu vois. Donc voilà. Et ces enjeux de structuration, d'avoir des tableaux de bord à suivre, d'avoir une délégation, c'est crucial. En fait, on peut pas... Alors, c'est pas de moi, mais la différence entre l'amateurisme et le professionnalisme, c'est en gros l'amateurisme, tu fais ce que tu as envie, et le professionnalisme, tu fais ce qu'il faut. Et en fait, lancer un projet, c'est cool, ça, tu as envie de le faire, mais le suivre, surveiller son panier, quoi, surveiller son butin, son business, ça, c'est chiant à faire. C'est chiant comme la pluie. Mais par contre, il faut le faire, parce que pour le coup, c'est ça qui permet d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. Et exactement. Et puis tu captes plus rien si tu rates pas. Si t'as les yeux fermés, tu captes plus rien. Parce que même s'il faut pas être trop en mode parabole longtemps, il faut quand même le rester un petit peu, au moins sur les trucs micro, quoi, sur ce qui se passe dans la boîte. Et donc on est très vigilant là-dessus maintenant. Et c'est pour ça la viabilité économique du projet, avoir des KPI clairs à suivre, avoir des fréquences, en termes d'OKR, en termes de tâches de suivi, etc. On est ultra rigoureux. Ouais, rigoureux. Et puis dans notre pédagogie, on en parle beaucoup. Parce que c'est ça qui rend une activité pérenne ou non. D'ailleurs, je pense que c'est un peu une faute de pas mal de personnes, en fait, de lancer un peu le truc en mode freestyle. Je suis mon petit gars en slip dans ma chambre et je fais un peu le truc en mode freestyle. Alors que s'ils faisaient ça, par définition, ça les mettrait dans une posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise, et ils se porteraient beaucoup mieux, ils arriveraient beaucoup mieux. Mais tu sais, t'as les deux profils. T'as les builders qui vont lancer des trucs, qui vont être très bons pour trouver une opportunité. J'en fais peut-être partie de ces gens-là. Et après t'as les runners qui vont qui vont faire en sorte que la voiture tienne la route, quoi. Ouais, je comprends. Et donc du coup, quand les deux sont des entrepreneurs. Mais le builder, il faut qu'il puisse avoir de la rigueur après pour run sa boîte malgré tout. C'est en mode 20-80. Hein. S'il est 80% builder, il faut qu'il soit 20% runner. Et donc son enjeu, lui, ça va être de bien avoir d'avoir du suivi. Et le runner, quand il lance une boîte, très souvent, il met trop de temps à la lancer. Ouais. Et ça, dans l'incubateur, mais on envoie... on fait une centaine de clients. En gros, on fait une cinquantaine de clients par semaine. Donc, on en fait entre 100 et 150 pour ne pas grossir les chiffres par mois. Et en fait, rencontre, c'est 50-50. Ah ouais. Et c'est à chaque fois, tu vois les profils. Le mec, il va être très bon en structuration, il va mettre trop de temps. Il va pas être assez lean, tu vois, il va pas... Le MVP, le prototypage, c'est pas son truc. Ouais. Et le builder, il lance un truc, il a pas encore fini de le lancer, qu'il a déjà envie de faire autre chose. Ouais.
Et c'est notre quotidien, ça. Mais toi, c'est ce que tu expliquais un petit peu. C'est que tu aimais bien cette phase de création, Exactement. de réfléchir à la stratégie. Et puis une fois que c'est lancé, ça t'emmerde un peu, quoi. Ouais. Mais tu vois, maintenant, je pense que je suis devenu un bon runner. Ah ouais, Parce que je pense que je suis devenu un bon runner. Et c'est un peu comme au rugby, tu vois. T'as un bon côté pour faire la passe et tu dois beaucoup t'entraîner à faire la passe du mauvais côté. Ouais. Bah maintenant, je suis meilleur du mauvais côté que du bon côté, tu vois. Ouais, et là, c'est exactement pareil. Je pense que maintenant, je suis devenu un bon builder, un bon runner, alors que j'ai vraiment une nature de builder au départ. Ok. Du coup, tu deviens quelqu'un de complet, quoi, finalement. Bah, je sais pas. Tu tends à ça, en tout cas. Voilà, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est une quête, hein. C'est pas. Ouais. Ok. Et la petite question que je voulais te poser, après, on va pouvoir aller un petit peu plus sur les sangs, la sueur et les larmes. Tu parles à un moment dans un podcast, alors, pour le coup, je sais plus c'est dans lequel celui-ci, mais tu parles d'un moment de ta vie où tu te rends compte que tu gagnes quand même pas mal d'argent, alors je sais pas si c'est ta femme actuelle ou si c'est celle de l'époque, je ne sais pas, mais je vais dire en tout cas que ta compagne n'a pas la même vie que toi d'un point de vue financier, d'un point de vue liberté, parce qu'elle est en salariée, j'imagine. Ah, oui, vas-y. Que pareil, tes amis autour de toi... Oui, je fais un petit peu un saut en arrière. Ah ouais, désolé. là t'es loin, hein, mais ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est parce que ça Il faut se switch méfier après. de ce qu'on dit sur internet, ça reste, il y a des traces. Hein. Ouais. Merde, j'ai perdu le fil. Pardon, du coup, tes potes, c'est pareil, ils ont pas la même que toi, ils peuvent pas te suivre financièrement, etc. Et que tu te rends compte que tu gagnes beaucoup d'argent, mais t'es tout seul. Ouais. Et donc, du coup, tu prends la décision de recruter tout le monde autour de toi. Et c'est pour ça que tu dis que les mecs avec qui tu bosses aujourd'hui, mecs et femmes, sont des gens que tu connais depuis longtemps. Hélas, il n'y a pas assez de femmes parce qu'on n'arrive pas à en recruter. Je sais pas, on doit être. Ouais, ça marche pas, mais oui, t'as raison, il y en a quelques-unes quand même. Ce que je veux, là où je veux en venir, c'est parce qu'au moment où tu dis ça dans ce podcast, dans cette interview, je sais plus du tout c'est laquelle. D'ailleurs, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est encore celle d'Enzo. C'est Enzo, ouais, je pense. Tu dis si je devais le refaire, je le ferais autrement, par contre. Ouais, ça a été une énorme connerie. Et tu vois, tu remets le doigt sur un truc, quand tu m'as envoyé les questions, tu m'as demandé de mettre le doigt sur un échec, etc. J'allais parler d'un échec business très factuel, mais en fait, peut-être que là, maintenant que tu remets le doigt dessus, c'est peut-être en effet le plus gros fail. Parce qu'en fait, ça ne concerne pas que le pro. Parce que le pro et le perso, chez moi, c'est très poreux, c'est quasiment la même chose. Et j'ai même fait ça dans le perso. Mais ouais, moi, je suis tombé dans un truc qui est ultra cliché. Mais c'est le syndrome du sauveur. Ouais. Tu as voulu amener tout le monde avec toi, quoi. Ouais, j'ai voulu amener tout le monde avec moi pour les mettre bien, me mettre bien aussi. Et en fait, je l'ai pas fait du tout pour les bonnes raisons. Et ça pourrit une relation, en fait, quand tu fais ça. Alors, je m'entends toujours très bien avec toutes les personnes que j'ai, à qui j'ai demandé de venir dans la boîte. Parce que, au bout d'un moment, je me suis rendu compte de ça. J'ai bossé dessus, je me suis fait coacher là-dessus aussi, sur arrêter de vouloir sauver tout le monde. Parce que tu sais, t'as ce fameux triangle de Cartman où tu sauves les gens. Ensuite, tu te rends compte que ils ont besoin de s'émanciper au bout d'un moment. Okay, et donc, à ce moment-là, tu deviens... Donc, t'es sauveur. À ce moment-là, tu deviens victime parce que tu dis, attends, mais... après tout ce que j'ai fait pour eux... Ouais, ok, je comprends. Ils veulent vivre leur propre vie, c'est inadmissible, tu vois. Et à ce moment-là, tu deviens un connard et tu deviens bourreau. Donc, c'est sauveur, victime, bourreau. Ok, d'accord. Et quand t'es bourreau, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, ouais, non, j'étais un peu con. Je vais me rattraper. Tu redeviens sauveur. Et puis tu es dans une boucle infinie. Et voilà. Et c'est le triangle de Cartman, du coup. Qui est, d'accord, je connais ça. Et donc voilà, c'est le syndrome du sauveur. Et donc moi, j'étais pile poil là-dedans. Mais je l'ai fait avec tout le monde. Je l'ai fait avec ma nana. Je l'ai fait avec mes nanas, d'ailleurs. Quand je l'ai fait à... Je l'ai fait à les différents couples que j'ai eus. Je l'ai souvent fait. En mode, te prends pas la tête. Je vais ça, c'est rien. T'as cassé ta voiture, je vais trouver une solution. T'as une galère pour ton stage, je vais trouver une solution. Et okay. Ça, c'est... Voilà, je l'ai fait avec mes parents. Et du coup, je l'ai fait avec pas mal de mes potes. À part que mes potes, c'est un peu là aussi la chance que j'ai eue, c'est que mes potes, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Et donc, du coup, ils disent, non, non, c'est bon, stop. Maintenant, nous aussi, on va te mettre bien, et etc. Donc, j'ai eu moins le... mais quand c'est tes parents, quand c'est ta nana, c'est un peu moins mascu, en mode, c'est bon, on nous fait pas chier, on est tous au même niveau. Parce qu'en fait, c'est un peu normal aussi de vouloir mettre bien tes parents et de vouloir mettre bien ta nana. Enfin, si tu veux, on est là pour ça. Nos parents, nos nanas, nos gosses, quoi. Logiquement, on sert à ça, quoi. Et donc, le truc que je veux surtout pas faire, c'est créer ce genre de dette avec mes enfants. Et ça, c'est un peu mon challenge du quotidien. Mais les embarquer, au final, tu te sens... Avec cette triangle de Cartman, tu te sens jamais heureux. C'est juste un shoot, en fait. C'est juste un shoot quand t'es un peu sauveur.
Mais quand tu deviens victime, t'es très triste. Et quand tu deviens bourreau, t'es très con. Donc au final, après, tu remets un tout petit peu de sensation quand tu redeviens sauveur, mais c'est vraiment un triangle horrible. Et donc, si je dois recommander quelque chose, c'est vraiment d'essayer d'être à la disposition des gens, mais de rien leur imposer. Vraiment, okay. C'est vraiment hyper important. Ouais, c'était ma question. C'est du coup, comment tu ferais autrement? Finalement, faut pas leur imposer de venir avec toi. Allez, viens, je vais te mettre là, tu vas t'associer avec moi. Et surtout, la façon dont tu leur imposes, c'est en leur faisant des leçons? Non, justement, c'est leur faire des promesses de ouf qu'ils peuvent pas refuser. C'est encore plus... je vais pas dire vicieux, parce que c'est négatif, mais c'est encore plus bizarre. C'est que tu peux pas dire, allez, viens, je veux que tu viennes, je force le truc en mode, tu sais, presque viol intellectuel, quoi. Là, c'est en mode, mais on va être tellement bien ensemble. Ouais. Et tu le penses à ce moment-là. T'es pas malveillant, c'est pas du tout malveillant. Mais par contre, c'est la merde, quoi. C'est la merde après quand tu peux pas mettre les gens sous perfusion toute leur vie, quoi. C'est absolument pas possible. Et ça a eu quels effets négatifs là avec le temps, avec le recul? Qu'est-ce que tu as remarqué là-dessus? Avec Flo, du coup, qui aujourd'hui bosse sur l'incubateur, il est coach dans l'incubateur, qui est aussi mon témoin de mariage, pote d'enfance, etc. Ouais. Au bout d'un moment, il a dit stop, j'en ai marre. Et il est parti faire autre chose pendant un petit moment, et puis après, on a rebossé ensemble. Mais ça, il en a eu marre. Avec Baptiste aussi, il y a eu un couac. Parce que du coup, je lui en demandais trop. Donc ça a été un sujet. Et puis ça a été un sujet avec plusieurs personnes. Bon, au final, ça s'est toujours bien fini parce que on a beaucoup communiqué. Mais ça aurait pu être grave la merde parce que tu perds un collaborateur. Donc ça, c'est relou parce que ça a un impact direct sur la boîte. En plus de ça, tu dois recruter. Mais un petit peu comme tout à l'heure, je parlais de la recherche de niche. Au final, moi, je sais pas recruter. Ouais. Parce que je recrute qui? Je recrute mes potes. Et donc, je sais pas un process de recrutement à quoi ça ressemble. Alors maintenant, je sais parce qu'on est 27 dans la boîte. Mais à ce moment-là, je sais pas. Donc, quand tu dois retrouver un directeur des ventes, parce que Flo est parti, mais il faut le recruter. T'as jamais fait ça. Vu que tu lui fais confiance, tu comprends même pas comment fonctionne ton département vente. Ouais. Parce qu'il le gère. Donc, en fait, t'as pas besoin de t'en occuper. S'il s'en occupe bien, absolument. Et donc, tu te retrouves dans la merde, donc d'un point de vue boulot. Et puis, en plus de ça, tu peux t'engueuler, tu peux perdre un pote. Ouais. Donc là-dessus, moi, je recommande... je suis pas contre le fait de recruter ses potes, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Il faut juste le faire parce que c'est les meilleurs au poste, et non pas parce qu'on veut les sauver ou on veut se sauver. Et donc, c'est quoi, tu l'as fait... quand tu dis de meilleures raisons, c'est parce que tu l'as fait égoïstement ou... Ouais, de ouf. Ouais, clairement. Okay. Clairement. Ah, ok, je comprends très bien. Ok, ça marche. Bon, je pensais pas que ça allait faire... je pensais pas que la question a resté faite. J'ai remonté un petit peu l'ambiance dans le joyeux. Parce qu'à la base, ce que je demande après... C'est une quête, hein. Donc en fait, c'est cool de s'en rendre compte. Ouais, non, mais tout à fait. Attention, et l'enjeu, il est de pas refaire ça avec mes gosses. Donc je me dis, en fait... j'ai découvert ça. Tu fais bien d'en parler. Je vais pas et en fait, c'est une super opportunité pour pas avoir à le découvrir sur mes gosses, quoi. Et de le regretter quand j'aurai 70 ans. Là, j'ai 34 piges, je me dis, bon, bah là... Il y a eu 5-6 ans où j'étais un peu là-dedans, où je vais embarquer tout le monde avec moi par pur égoïsme. Je le ferai pas avec mes gosses. Ok, et du coup, je sais plus qui est-ce qui dit ça, tu vas peut-être retrouver le nom du mec qui dit ça, mais en gros, alors je vais peut-être dans l'extrême, mais tu veux rien laisser à tes enfants, tu veux pas leur imposer quoi que ce soit. Mais là, je parle vraiment presque financièrement, quoi. Alors, non, ça, c'est un... Je sais plus qui est-ce qui dit ça, je veux rien donner à mes enfants, ils se débrouillent, ils vont repartir de zéro total, quoi. Alors, c'est pas moi qui dis ça, mais par contre, il y a En fait, il y a l'ancien PDG de Smartbox, qui est maintenant qui est VC, qui fait de l'investissement, et qui a notamment le fonds du bien commun. Et j'ai oublié son nom, je suis désolé, que j'adore, et qui lui justement est milliardaire et il veut rien laisser à ses gosses. Pourtant, il est catholique, traditionnaliste même, je pense. Donc il est traditionnel dans sa vie et dans sa pratique religieuse. Ouais. Et donc du coup, c'est un petit peu à vérifier, hein, le coup du catho tradi, mais voilà, je sais qu'il est bien catho. Et donc ça s'oppose un petit peu aux valeurs qu'on s'enseigne à l'église. Et donc avec cette notion de transmission et tout. Et lui, il a vachement documenté ça dans un podcast, notamment chez Mathieu Stéphanie, où il parle de ça. Et c'est un mec que je trouve... Pierre-Édouard Sterrin. D'accord. Ouais. Et donc lui, il a vachement documenté ça et c'est hyper intéressant. Moi non, je ne veux pas ne rien laisser à mes enfants financièrement, ni en termes de patrimoine.
Par contre, je ne veux pas que ça soit une charge pour eux. C'est-à-dire, il faut... je convertirai mon patrimoine au moment où je le transmettrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse partie de mon patrimoine, c'est des actifs, c'est des boîtes et des participations. Donc, où je vais avoir un rôle de conseil. Donc, je vais avoir un rôle stratégique, pas opérationnel, mais stratégique. Il y en a d'autres où j'ai un rôle opérationnel, comme entreprendre, notamment. Mais à côté de ça, je développe une foncière avec de l'immobilier. Ok. Voilà, ça, demain, j'ai commencé assez tôt. Les premiers biens, ils seront payés dans 5-6 ans. Donc, mes enfants, le plus grand, il a 10 ans. Donc, il y a encore un peu le temps avant que... il n'y aura plus de crédit, il n'y aura plus de tous ces trucs-là. Je fais en sorte d'acheter des biens qui perdureront dans le temps. Parce que justement, je préfère leur laisser du patrimoine que des boîtes. Parce que ça se trouve, mon fils, il fera de la musique. Il n'aura pas du tout envie d'entreprendre. Et il jouera de la guitare sur la place de Péberlan à Bordeaux. Ma fille, peut-être qu'elle sera dans ses étoiles, ou peut-être qu'elle sera à faire autre chose, ou peut-être qu'elle sera ingénieure, ou je sais pas quoi. Et peut-être qu'ils n'auront pas envie d'avoir des boîtes parce que ça ne les intéresse pas. Peut-être qu'ils seront profs. Voilà. Et ça, il faut lâcher prise. Alors, évidemment, hein, j'ai des envies pour eux. Hein. Et c'est challengeant de laisser faire. Donc, je veux leur créer des assets pour qu'ils aient pas à se poser de problème. Mais par contre, je veux pas leur créer de charge mentale ou d'obligation. Et donc, ce truc de je veux pas décevoir papa. Exactement, t'imagines quand... Et puis j'ai des amis qui sont comme ça, hein, qui ont hérité de gros patrimoines familiaux, d'empires même, d'empires familiaux. Et tu te retrouves à... T'imagines, tu es la 3e, 4e génération d'entrepreneurs dans la famille, et tu dis, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Moi, ce que j'ai envie d'être instit et d'apprendre à des gamins à faire de la pâte à modeler. J'ai envie de devenir curé, je sais pas, n'importe, ou j'ai juste envie de jouer de la guitare ou de devenir ingénieur et j'ai pas du tout envie de monter une boîte, j'ai envie de travailler chez Airbus. Ben voilà, c'est comme ça. C'est un peu comme dans les vieilles familles, ceux qui héritent de la propriété familiale et qui se retrouvent à devoir toute leur vie trouver des financements pour payer la toiture, tu vois. Ben, c'est un peu pareil. J'ai des potes qui sont comme ça d'ailleurs aussi et qui doivent payer les toitures. Mais souvent c'est le premier d'une fratrie et donc non, je vais essayer de pas faire ça. C'est compliqué de vouloir bâtir pour transmettre sans créer de dette irrécouvrable. Je t'avoue que ce sujet-là, je le maîtrise pas du tout parce que j'ai pas d'enfant et que je suis pas prêt du tout à en avoir tout de suite. Mais ouais, je comprends en tout cas ce truc-là. Moi, j'ai un mauvais exemple parce que mon meilleur ami, c'est pareil, il est fils de vigneron. Du coup, il a récupéré les terres, l'entreprise commerciale qui vend le champagne, pas le vin. Parce qu'ici, dans le sud, c'est le vin, mais dans le nord, c'est plus le champagne, à côté d'Arens, etc. On aime aussi. Pardon ? On aime aussi. Hein. Ouais, on aime aussi. Ouais. Donc ouais, je comprends ce truc-là, effectivement, je comprends très bien. Ok. Bon, très bien, je pense qu'on a un beau cadre, on sait à peu près qui tu es. Bon, pour d'autres aspects, je vous invite à aller voir les autres podcasts. Mais ok, je voulais un petit peu savoir le parcours, comment t'en étais arrivé là, qu'est-ce qui s'était passé. C'est un peu la même rengaine tout le temps, quoi. Il faut bosser, il faut tester plein de trucs, il faut chercher, faut se former, il faut chercher de l'information. On en vient toujours à ce même point-là. Hein. Ouais, de l'information, hein, vraiment, 100%. Maintenant, pour transitionner tout doucement vers ton plus gros échec, pour qu'on ait un haut et un bas, c'est quoi un peu la chose, je sais pas si on t'a déjà posé cette question, je crois pas, la chose dont tu es le plus fier dans ton parcours? Alors, aujourd'hui, je suis très attaché à ma vie en trois volets, tu vois, en trois grandes parties. Il y a ma vie entrepreneuriale, ma vie de chef d'entreprise. Il y a ma vie familiale avec mes enfants et il y a ma vie perso. Pendant très longtemps, il n'y avait que le boulot, aux dépens du reste. Du coup, ça, c'était vraiment une galère. Et aujourd'hui, la boîte est structurée et se structure plutôt d'une manière où en fait, le business a de moins en moins besoin de moi. D'une manière opérationnelle, ça fait longtemps. Quand il y a eu Spicy, j'ai déjà commencé à déléguer et j'ai de la chance d'avoir de super bras droits, tous autant qu'ils sont. Donc ça, c'est cool, mais aussi d'une manière stratégique et d'une manière commerciale. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas du Mastermind, qui est mon activité sur laquelle je passe plus de temps, Mastermind, on accompagne les entrepreneurs du coup à se développer. On les accompagne dans leur stratégie. Ça se fait de deux manières. On les accompagne en ligne, on les accompagne en présentiel sur des événements. Et donc au quotidien, moi, mon boulot, c'est de comprendre où ils en sont dans leur boîte, être à leur disposition,
pour répondre à leurs questions, les mettre en contact avec des bonnes personnes. Donc ça, c'est plus stratégique. Très souvent, c'est des questions qui concernent le marketing ou qui concernent le produit. Donc, une fois qu'on a le plan, il faut trouver les artisans. Mais donc là, c'est pareil, il faut trouver des prestataires. Et donc, je les mets en relation avec des prestataires que moi, je connais. Et ces prestataires-là, il y en a beaucoup dont je suis au capital, que je conseille et dont je suis associé. Donc, évidemment, je parlais de Johan tout à l'heure. Johan, on a des intérêts ensemble. Par exemple, sur Google Ads, c'est un des meilleurs en France pour faire du Google Ads. Mais quand je le présente, je dis « Ok, je te présente Johan. J'ai des intérêts économiques avec lui. » Mais en tout cas, Johan, c'est lui qui m'a permis, j'en parlais tout à l'heure, de gagner mes premiers ronds, d'avoir mon premier succès, etc. Et donc, je te le présente parce que s'il bosse pour toi comme il a bossé pour moi, ça va bien se passer. Par contre, oui, j'ai des intérêts stratégiques avec lui, j'ai des intérêts capitalistiques avec lui. En l'occurrence, pas sur Google Ads, mais sur d'autres choses. Et donc, je mets en relation avec des prestataires qui bossent sur mes projets. Et donc, du coup, c'est une suite logique du mastermind. Et là, on a lancé un projet récemment qui s'appelle Bulco, qui est la suite logique de ça. C'est OK, une fois que tu bosses avec Maxence sur Facebook et que tu bosses avec Johan sur Google pour développer ton produit, que tu es conseillé par le mastermind, donc du coup, tu as pris les deux prestats chez moi, comment tu finances la publicité? Et donc, en gros, Bulco, c'est un système qui permet justement de t'aider à financer ta publicité. Et donc, ça nourrit. On crée le mariage, hein, on fait un peu agence matrimoniale, mais en plus de ça, on finance le mariage. Et en fait, ce business-là, il est autoporté. C'est-à-dire que c'est hyper vertueux. Il y a des gens qui viennent dans le mastermind pour trouver des bons prestataires. Il y a des gens qui viennent chez les prestataires, mais qui ont des problèmes de budget. Il y a des projets il y a des gens qui viennent pour du budget et qui, au final, ont des problèmes stratégiques qui auraient dans le mastermind. Et donc, en fait, c'est ultra vertueux. Cet écosystème est ultra vertueux. Et moi, là-dedans, je suis juste là pour graisser les rouages. Et donc, j'ai une vision plutôt macro de la situation. Et je fais en sorte de graisser les rouages tout le temps. Et donc, on rajoute à chaque fois des briques. Ouais. Et donc, sur le conseil, sur l'opérationnel ou sur le financier. Et aujourd'hui, ce business-là, il me permet justement de faire ça maintenant. Ça me permet de passer beaucoup de temps avec mes enfants. Tu vois, hier, par exemple, je disais tout à l'heure, je passais la journée à la piscine avec mes gosses. Voilà, je bossais sur le coin d'une table et puis ils étaient à côté en train de jouer. Et du coup, je passe des moments qualitatifs avec eux. Alors, je n'ai pas bossé toute la journée, hein, mais ça, je peux le faire. Aujourd'hui, un mec qui a 27 salariés, qui prend tous ses mercredis après-midi depuis 2 ans, c'est rare. Je fais la semaine de 4 jours, quoi. Ça, c'est cool. Et ça me permet de faire du sport. Ça me permet de faire plein de choses qui me plaisent, notamment en termes de développement personnel, que ce soit physique ou que ce soit mental ou même spirituel. Ça, j'ai pu commencer à m'y intéresser qu'une fois que ce système était créé. Donc ça, je suis très fier aujourd'hui de ce triptyque. Donc c'est d'avoir créé un univers unifié. Je ne sais pas si tu connais ce mot unifié, si je dis pas de conneries. C'est Elon Musk qui l'a créé, ce mot-là, justement pour dire que, en gros, il avait son écosystème qui tout s'autofinançait entre eux, quoi, entre guillemets. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est un terme inventé par lui. Alors en anglais, ça doit donner autre chose, mais s'il est traduit, ça veut dire ça. Donc ouais, c'est d'avoir créé ce truc où, d'un point de vue professionnel, tout est vertueux. Ouais. D'un point de vue équilibre personnel, tu arrives à donner autant de temps à tes amis, à tes enfants, etc. Ok. Et c'est vraiment J'ai compris en fait que le boulot, c'était clairement un moyen. C'était pas une fin. Ouais. Et je suis très content d'avoir fait tout ce que j'ai fait avant. Parce qu'il a fallu que je me rôde et que je découvre plein de choses, que je me plante plein de fois pour comprendre ce que je voulais et puis surtout ce que je voulais pas, quoi. Et aujourd'hui, ouais, c'est vraiment un moyen. Si j'ai plus le boulot, j'ai pas la même qualité de vie. Si demain je dois reprendre un taf, je vais en trouver du taf. Mais je verrai moins mes gosses. Je pourrais pas... tu vois, on tourne, il doit être 10 ou 11 heures, à midi et demi, j'ai entraînement, je vais à la boxe. Ce matin, j'ai amené mon fils à l'école. Là, on fait un podcast, il y a pire comme vie. Tu vois. Ouais, c'est clair. Ah ouais, je comprends très bien. Ouais, c'est vraiment ce truc de... Tout est rodé. En fait, on en revient encore une fois à la même chose. C'est que... Parce qu'en fait, quand tu dis ça, il y en a qui vont entendre « Ok, donc il faut se mettre tout de suite dans un équilibre vie pro, vie perso, etc. Je dois trouver tout de suite le moment où je donne à mes enfants, s'ils ont des enfants, etc. » Moi, je veux juste te rappeler, alors c'est pas une nécessité, hein, mais que, encore une fois, il faut faire la parabole, bosser beaucoup, voir qu'est-ce qui te plaît, l'équilibre à trouver, etc. Exactement. Guerrier puis soldat, quoi. Au départ, t'es guerrier, t'es vraiment couteau entre les dents, t'es dans les tranchées, quoi. Tu fais vraiment la besogne.
Au bout d'un moment, tu comprends comment la guerre fonctionne. Ouais, très bien. Et là, tu montes, tu te montes une vraie équipe de soldats et tu fais des choses très normées, avec beaucoup de structuration. Tu marches au pas. Et là, ça déroule. Ouais. Et c'est là où ça scale. Ouais. Ok. Et puis du coup, c'est ce que tu enseignes, c'est ce que tu transmets aujourd'hui. Ouais. Et je l'amène par beaucoup de retours d'expérience. Je l'amène pas par des leçons de vie. Justement, si on l'amène la leçon de vie, c'est-à-dire qu'on accepte qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir. Donc en gros, il faut tous être soldat dès le départ. Ben non, il faut être guerrier. Il faut accepter de faire de la merde, il faut accepter de se planter, il faut accepter d'en avoir marre, de changer d'avis, de faire des mauvais choix, de s'engueuler, c'est très dur d'être dans la galère. T'es obligé. Pour la plupart des gens, c'est très dur à accepter. Surtout qu'on a normalisé un peu la réussite, les process, évidemment. La recette magique. Et c'est pour ça qu'il est intéressant. La façon dont tu tournes le podcast est hyper intéressante parce que justement, tu l'amènes d'une manière différente. Tu l'amènes justement par ce côté ok, il y a la belle histoire, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? C'est hyper intéressant. Bah, on y vient, du coup, on y vient. Je suis content, j'arrive à respecter la trame, ouais. Bon, en vrai, j'ai plein de questions à te poser, mais il va falloir que je me bride, sinon on n'a jamais fini. Avant que tu nous dises, du coup, ce gros échec en rapport avec la R8, avec cet épisode, donc à ce moment de vie, est-ce que tu peux contextualiser, justement, remettre... est-ce qu'il est plutôt financier, est-ce qu'il est plutôt moral, t'étais à quel niveau de compétence, c'était à quel moment de ta vie, voilà, mettre un cadre autour de ça et après tu nous raconteras un peu l'histoire, histoire que tu nous balances pas un truc comme ça. Ouais, bien sûr. En gros, je t'ai posé un peu le cas tout à l'heure. Je vais te parler de Spicy et de la façon dont ça s'est arrêté. Parce que c'est ultra cliché sur la façon dont les business fail. Ok. Et les sujets qui vont être abordés, ça va être en gros le défocus, ne pas suivre ses KPI, donc ça ok, c'est un peu le truc dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi les risques à avoir des side business, et surtout le risque à ne pas être aligné. En gros, au moment où il y a Spicy, pour revenir un petit peu en arrière, tout se passe bien, on gagne de l'argent, moi je me marie, tout va bien. À l'époque, je fais 120 kilos, je suis énervé tout le temps, je dors pas la nuit, je suis désagréable. T'es le guerrier. Il y a personne qui est à la hauteur, je suis un vrai connard. Donc ça, c'est aussi l'état d'esprit à l'époque. Et c'est là où je me dis, bon, ça va pas, tu vas pas faire ça. Tu vas trop prendre en main et tu vas trouver un truc qui te plaît parce qu'en fait, si t'es comme ça, c'est parce qu'en fait, ça te plaît pas ce que tu fais. Donc je pars faire des consultations où où je vends du Calendly, quoi. Les gens, ils me payent pour me parler de leurs trucs et je leur donne 2-3 conseils où je les mets en relation. Ça me plaît bien. En plus de ça, en termes d'ego, c'est intéressant. Tu vois, on va pas se mentir, c'est hyper cool de faire ça. Donc je fais ça et donc voilà. Et puis je laisse complètement mon business, mon business Spicy à l'abandon, entre guillemets. C'est-à-dire que je manage par l'abandon. C'est-à-dire qu'avant, je micromanageais. C'est-à-dire que je voulais être au courant de chaque détail, etc. Et là, après, je dis à Baptiste, écoute Baptiste, t'es un grand garçon, je te fais confiance. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tu fais pareil. Tu continues et tu continues à le faire. Sur le papier, on pourrait dire, c'est normal, le business, ça fait 2 ans, ça fait 1 an et demi, il tourne, il y a des collaborateurs, il y a une équipe, il y a un mec qui est là depuis le départ parce qu'il a cofondé le projet. En fait, ça va tourner. Non, parce qu'en fait, tout n'est pas figé. Le monde, il évolue. Ouais. Et à ce moment-là, il y a la réglementation qui bouge sur pas mal de trucs. Il y a le Covid. C'est quand même assez important dans le monde du e-commerce, dans le monde du business en ligne. Ça a été un schisme total. Et donc voilà, et je dis à Baptiste, quand il me sollicite, je lui dis, écoute, désolé, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Et puis en fait, là, j'ai pas envie. C'est-à-dire qu'en gros, ce business-là me sort par les yeux. Je n'ai plus envie de faire ça. Je n'ai plus du tout envie de faire ça. Et donc, j'ai managé au départ. J'ai micromanagé et après là j'abandonne. Donc le management par l'abandon, c'est tout aussi mauvais. C'est-à-dire je veux pas en entendre parler. Et donc breaking news, le truc ne fonctionne plus. Mais il y a quand même des sous qui rentrent. Et vu que c'est des gros volumes d'argent où tu vois les rentrées, et puis après c'est plein de petites sorties, au final au bout d'un an tu te rends compte qu'il manque 600 000 balles. Ah donc c'était dû à des sorties plus qu'à un manque d'entrée? C'est les deux en fait. C'est qu'en gros t'as les processeurs de paiement qui te payent plus ou qui mettent du temps. Et puis ensuite, après, tu as des acomptes d'IS, donc d'impôt sur la société à faire, parce que tu as fait une grosse année l'année d'avant. Tu te retrouves avec des embauches, des départs. Tu te retrouves avec des bureaux. Tu te retrouves vu que ça marche bien, tu organises de grosses soirées. Tu pètes un plomb, t'achètes tes voitures.
Alors, la voiture, j'ai acheté en perso, c'est pas ça qui a mis en danger la boîte, mais tu vois un peu l'état d'esprit. Ouais, je comprends très bien. Si en 10 minutes, tu achètes des voitures, des super voitures en. Voilà. Alors, le truc, c'est que je l'ai refait après ça. Mais c'est qu'en gros, tu m'as. Avec une Ferrari pour dire aux autres. Exactement. Mais si tu gères ta vie perso comme ça, tu gères ta boîte aussi comme ça. Et donc voilà, donc pas de KPI, pas de suivi. Et au moment où ça commence à dérailler sur Spicy, où je me dis, mais attends, on perd des ronds en fait. Là, en fait, c'est pas de l'argent qui était perdu, c'est l'argent qui était bloqué chez les processeurs de paiement. C'est normal, hein, c'était juste des trucs classiques. Quand tu fais du e-com, à certains moments, tu es payé en retard. Quand tu te rends compte qu'en fait, il y a 600 000 balles qui devraient être dans la caisse et qui ne le sont pas. Qui sont bloqués sur Stripe. Ouais, exactement. Là, tu dis, waouh. Et tu dis au final, allez, c'est bon, j'en ai marre. Et donc, tu gères ce truc-là. Et quand tu gères ce truc-là, le business d'à côté qui fonctionne bien, le business numéro 2, donc le business de consulting, bah, tu t'en occupes moins. Donc, du coup, tu n'as plus un problème, tu en as deux, parce que le deuxième, il commence à dérailler, parce que tu t'en occupes pas non plus. Et en fait, le défocus, très souvent, on croit que c'est, mon business, je travaille 10 heures par semaine dessus, donc en gros, j'ai encore 30 heures pour bosser sur autre chose. Une semaine normale d'entrepreneur, quoi, 40 heures. Ouais. Mais en fait, non, ça marche pas du tout comme ça. C'est que tu as 10 heures. Mais s'il y a un problème, tu peux résoudre ce problème. Tu as de la bande passante pour résoudre ce problème-là. Si tu te mets 10 heures d'un côté, 30 heures de l'autre, tu as tes 40 heures qui sont bloquées, donc de ce qu'on appelle de la bande passante, et qu'il y a un problème sur le premier, bah, tu n'as plus de bande passante. Et donc, du coup, tu vas devoir prendre sur les heures que tu avais allouées au deuxième projet pour résoudre les problèmes du premier, et du coup, te retrouver avec un deuxième problème. Et tu as compris en fait que c'est. Tu es en train de ronger les deux côtés. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, t'es moins à la maison parce qu'il faut bosser le soir. Tu bosses plus 40, mais tu bosses plus. T'occupes moins de tes gosses. Tu fais plus de sport. La bande passante, elle est zéro, là. Ouais, tu vois plus tes darons. Tu vois plus tes potes. Parce qu'en fait, il faut gérer les merdes. Il faut gérer les emmerdes. Et tout te gonfle. Et à ce moment-là, tu te rends compte que toute ta vie, c'est devenu un calvaire. Alors que t'as juste voulu te faire un kiff à lancer un deuxième projet, quoi. Et donc là-dessus, en gros, l'enseignement que j'en ai tiré, c'est vraiment faire attention à cette histoire de bande passante. C'est pas de la bande passante pour faire les choses, c'est de la bande passante pour gérer les emmerdes qu'il faut. Et depuis que j'ai pigé ça, je te promets que mes choix, ils sont vraiment, vraiment, vraiment différents. Et il y a un livre qui est génial, c'est L'art subtil de s'en foutre. Je sais pas si tu l'as vu, il y a aussi une version Netflix, ils ont sorti un... Alors pour le coup, c'est le livre quasiment à la lettre près, en vidéo. Donc c'est hyper intéressant s'il y en a qui n'aiment pas lire. Et c'est une approche un petit peu différente du dev perso où c'est pas loi d'attraction et compagnie, c'est plus t'as envie d'atteindre tel objectif, est-ce que tu es prêt à payer le prix? C'est vraiment juste ça. Et c'est bête comme tout, mais ça change ça change de plein de concepts de dev perso. Et donc voilà, donc ce livre-là, il m'a bien aidé. Et maintenant, quand je dois arbitrer un projet, je me dis, ok, qu'est-ce que ça pourrait me coûter dans le pire des cas de faire ce projet? Ouais, ok, tu le prends comme ça. Et ça change tout. Plutôt que qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Qu'est-ce que en termes de financier, en termes de temps, en termes d'ego, en gros, c'est à peu près ça. Ouais. C'est à peu près ça le triptyque. Et le kiff éventuellement. Mais donc il y a ces 4 paramètres-là, mais surtout, si ça déconne, est-ce que je suis prêt à payer le prix, quoi? Ouais, l'énergie que ça va me prendre, le stress que ça va engendrer, le temps que je vais devoir y mettre. Il y a Oussama Ammar qui dit un truc intéressant sur le focus, qui dit soit tu fais une seule chose, enfin en fait, soit tu fais toutes les choses dans une seule boîte, soit tu fais une seule chose que tu fais bien dans plusieurs boîtes. Je sais pas si je me suis fait, clairement, bien sûr. Si je me suis fait comprendre, mais je trouve ça intéressant, cette notion de focus comme ça, abordée comme ça. Bah, tu vois, nous, on est très bon pour organiser des bootcamps. On l'a fait au départ sur l'incubateur. Donc, bootcamp, c'est des journées de formation. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder 10 heures de formation en ligne, on dit, OK, tu vas venir avec nous pendant 8 heures, on va t'en foutre plein la tête, on va te donner plein de concepts, et après, on reste disponible. Ouais. Donc, on a fait ça sur l'incubateur, ça a super bien marché. On fait ça à 8000 membres, comme je te disais tout à l'heure. On a répliqué ça pour le mastermind, donc le niveau avancé. Donc, tu as quelques variantes, mais en gros, c'est ça. C'est en gros comment, en une journée, tu peux en prendre plein la gueule. Tu peux en prendre plein les yeux. Tu ressors voilà. Merde organisée. Ouais, mais une fois que tu es bon à le faire, tu dis en fait, tu fais le même mécanisme. Et ensuite, on a lancé la version entre les deux, qui est l'accélérateur. Et il y a d'autres bootcamps qui vont sortir. Sur comment tu gères de la pub, comment tu fais des ventes, comment tu recrutes. Parce qu'en fait, on est bon pour organiser des rushs comme ça. Et en fait, c'est un petit peu ce que tu dis, c'est qu'en gros, on a un mécanisme
qu'on développe sur plusieurs verticales. Ouais. Mais on fait sensiblement la même chose. Et quand on corrige un truc d'un côté, en fait, il y a un effet composé. Il y a un intérêt composé, puisqu'en fait, on a de l'information qui vient de tous les côtés. Et en plus de ça, on capitalise, parce que quand on modifie un truc sur un bootcamp, très souvent, ça impacte les autres. Ouais. Donc ouais, non, c'est clairement ça. Ouais, c'est intéressant dit comme ça. Parce que du coup, si ton énergie, ton focus, tu le mets sur une seule compétence ou une seule activité, ou en fait, tout ce que tu engendres te servira en effet composé. Ouais, c'est intéressant dit comme ça aussi. Le côté capitalisation, c'est exactement ce qui s'est passé quand je te dis qu'au départ, je faisais du search. Ensuite, j'ai découvert l'affiliation. Ensuite, j'ai découvert tous ces trucs-là. Tu vois, c'est à chaque fois, t'évolues. Donc, ta forme de business évolue. Mais en fait, t'as gardé quand même le gros truc qu'il fallait conserver. Voilà, je me suis pas retrouvé à faire du trading ou à faire autre chose. En fait, j'y connais que dalle. Et aujourd'hui, je fais un peu d'immobilier, mais je suis clairement nul. Tu vois, je suis bien accompagné, mais c'est pas mon expertise. J'ai rien. Je suis débutant. Alors que sur le lancer des business en ligne, j'ai toutes ces expériences-là où je sais que voilà, j'ai ma propre expérience et ma façon de fonctionner. Ouais, c'est comme le modèle de Iman Gadzhi, de Manoa, de Yomi. On lance une boutique e-commerce. Après, on forme les mecs à faire du e-commerce. Et après, on sort un SaaS pour le e-commerce. Pareil pour Manoa dans son monde à lui. De l'OFM. Du charme. Et puis Iman Gadzhi dans tout ce qui est SMMA de manière générale. C'est exactement ça. Ouais, c'est super intéressant. Donc c'est pareil, c'est éviter de s'éparpiller, essayer de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ce que tu as fait au tout début, serre-toi-en pour faire quelque chose de mieux derrière. C'est vraiment une évolution, quoi. C'est vraiment... Pokémon. Génération Pokémon, exactement. Voilà, c'est exactement ça. Génération Pokémon, quoi. C'est sensiblement la même chose, tu vois. Il y a quelques attaques qui restent les mêmes, mais au final, tu vois que il y a une vraie... ça change, quoi. Ouais, trop bien. Ok. Et donc pour revenir un petit peu sur cet échec... qu'est-ce que tu ferais de différent si tu devais refaire quelque chose? C'est quoi Est-ce que tu cutterais dès le début parce que ça t'a fait chier? Finalement, c'est quelque chose qui te plaisait plus tant que ça ou t'avais envie de faire autre chose? T'es obligé. En fait, t'es obligé de savoir ce qui te plaît pas pour dire ok, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. Tu sais, c'est par élimination que ça fonctionne. Ouais, mais du coup, maintenant que tu le sais, ce qui s'est passé, comment tu gérerais justement ce problème-là? Aujourd'hui, je prends des participations dans des business. Comme je te disais, essentiellement des boîtes de services, des agences. En fait, ces KPI de suivi, ils sont définis dès le départ. Ouais, ok. J'attends pas d'en avoir marre. Je le fais dès le départ. Et ça, c'est le premier truc que je fais. C'est, ok, quelle est, déjà au départ, l'opportunité, sur comment je vais pouvoir apporter quelque chose à cette activité-là, sur quoi on sera meilleur que les autres. Donc, en gros, sur quoi on va appuyer très fort dans le marketing. Et ensuite, après, quels sont les risques et comment je dois les surveiller. Assez basiquement. Ok, très bien. Et ça, tu le fais pas après. Tu le fais pas une fois que t'en as marre. Ouais, c'est clair. Puis peut-être aussi un money management différent, de manière générale. Ouais, moins de... Je fais en sorte quand je prends des participations, que ça soit cohérent avec tout ce que je sais jusqu'à maintenant. Ouais, okay. Je prends pas des participations sur une opportunité, une nouvelle opportunité. C'est que je détecte une opportunité, un besoin, et à ce moment-là, je vois comment je peux résoudre cette problématique-là. D'accord. C'est plus comme ça que je le vois. Ok, très bien. Mais aujourd'hui, le deal flow, les gens qui viennent vers moi, il y a 99 chances sur 100 que je ne fasse pas le deal, que je rentre au capital. Par contre, mon boulot, et ce qui est bien, c'est que d'avoir pas mal d'entrepreneurs autour de moi, et surtout dans la niche, et d'être identifié maintenant comme étant le mastermind, etc., ça permet de capter des trucs. Et donc, ça permet de comprendre les besoins. Et donc, je détecte cette opportunité-là et je vais trouver une personne avec qui je vais pouvoir m'associer ou je vais pouvoir rentrer dans son capital ou je vais pouvoir ouvrir le mien pour justement faire ce projet-là. Ok. Mais c'est pas l'objet brillant, quoi. C'est pas un truc qui brille et je m'en approche. Ouais, je pige un truc et je cherche la solution. Ok, ça marche. Et alors, du coup, là, de ce que je comprends, c'est que, pour revenir encore une fois sur cet épisode, t'as Spicy Checkout qui est dans la merde, clairement, quoi. Ouais. Du coup, ça a rongé les consultings. Ouais. Et comment tu fais pour remonter la pente tout doucement? Là, on va vraiment dans le micro de cet épisode. Là, le gros enjeu, ça a été en termes d'ego aussi. Parce que tu as un échec. On te paye pour pour faire mieux fonctionner les business des gens. Et toi, ton business principal est en train de se casser la gueule. Ouais, putain, c'est vrai. Tu dis, il y a une histoire d'ego, mais aussi une histoire de cohérence. Donc l'ego, dans ma bouche, l'ego n'est pas que mal placé. Hein. Là, en l'occurrence, il n'était pas très bien placé, mais ça n'est pas que ça. Mais voilà, je vais préciser. Et donc, il faut remonter un truc qui fonctionne, il faut capitaliser là-dessus.
Et la manière la plus thérapeutique que j'ai trouvée, c'était de documenter cet échec. J'avais expliqué pourquoi ça avait bien fonctionné sur les réseaux. J'étais passé chez Enzo, j'étais allé en conférence dans des masterminds. C'était un peu la starlette, tu vois. J'ai dit, OK, ouais, voilà pourquoi je me suis loupé. Gros problème de structuration. Et maintenant, je vais me concentrer vraiment sur débriefer ce qui s'est passé, faire le post-mortem de cet échec. Et donc voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on en parle encore de ça. Ouais. De cette... parce que moi, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de vulnérabilité sur ce genre de truc-là. Par contre, quand ça marche, il faut vraiment se la raconter. Parce que ça aide aussi les gens. Tu vois, faut pas être qu'un mec qui se la raconte, faut être aussi vulnérable, mais il faut pas être qu'une victime, il faut aussi dire quand on fait les choses mieux que les autres. Et là, sur ce projet, j'ai fait les deux. Ok. Tu vois, tout à l'heure en off, quand on était dehors, tu me demandais comment ça se fait que tu prends un peu cette direction. Il y a un truc dont je me rappelle, et je crois que c'est alors au tout début, parce que cette idée, je l'ai eue il y a 1 an, et j'avais genre 10 abonnés sur Instagram. Ma chaîne YouTube, il y avait une personne, c'était ma mère. Et j'avais envoyé un message. C'est les meilleurs fans, hein, souvent. Ouais. Mais c'est pas ça qui paye le mieux, par contre. Non, ouais, non. Je paye pas du tout, d'ailleurs. Enfin, je crois que si, elle va payer toute ma vie, finalement. Ouais. Mais bon... comme tout le monde, je veux viser très gros dès le début, alors qu'il faut commencer petit. Et j'envoie un message à Oussama Hamar, qui m'a pas du tout répondu ou quoi que ce soit. Et je lui avais envoyé un message en lui disant je veux que les gens parlent de leurs échecs parce que ça construit la légende. On se souvient tous de Elon Musk qui a lancé 10 fusées avant de faire décoller la sienne, la première. Et il a autant documenté ces 10 fusées qui échouent, parce que de toute façon, elles sont toutes filmées, quoi. Mais il se la raconte aussi, il se l'est beaucoup raconté sur la fusée qui a fini par réussir et retomber sur ses pattes correctement. Donc ouais, c'est intéressant, faut aussi se la raconter. Faut avoir un bon équilibre, encore une fois. Ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Mais du moment que c'est pas... Du moment que tu le fais pour les bonnes raisons, c'est OK, tu vois. Ouais. Si tu le fais parce que ça crée un truc... tu t'achètes une bagnole parce que t'aimes vraiment rouler, fais-le. C'est complètement con, économiquement. Moi, j'ai acheté toutes les grosses bagnoles, mais il fallait pas faire. C'est complètement con économiquement, mais si t'aimes vraiment ça, fais-le. Par contre, si tu le fais pour prouver quelque chose, c'est pas la bonne chose. Et si tu le fais parce que t'aimes rouler et que tu la laisses au garage, c'est complètement débile aussi. Ouais. Donc, moi, je le vois comme ça, ce sujet. Ok, trop bien. Marrant d'ailleurs, cette histoire des bagnoles, tu dis dans... je crois que c'est encore le podcast d'Enzo. Je le connais pas du tout, Enzo. Très cool, je te présenterai si tu veux. Dans ce podcast, tu dis, je recommande, enfin si vous le faites pas, donc si vous le faites pour les mauvaises raisons, ne le faites surtout pas, mais je recommande de faire une petite folie, de claquer. Mais c'est fait. Tu vois, t'en meurs d'envie, donc fais-le. C'est bon, ça c'est évacué. Ouais. C'est complètement débile. Mais attends, le nombre de trucs débiles qu'on fait à la seconde, ouais, t'as envie d'acheter une voiture, ça te fait kiffer, t'as envie d'acheter ta montre, fais-le. Mets pas en danger ta famille, fais pas un crédit chez CTLM ou les autres trucs comme ça. Voilà, fais-le. Essaie de pas la casser parce qu'en tous les cas, tu vas te rendre compte que tu auras un truc à payer et que tu auras besoin de cette oseille-là pour solder une facture. Donc, la casse pas, mais fais-le et vas-y, envoie. Et voilà, c'est débile. Voilà. Mais t'identifie pas au fait d'avoir une bagnole. Tout à fait, je sais pas quoi, c'est vraiment ça. Et c'est comme t'identifies pas à ton chiffre d'affaires parce que tu peux faire 6 millions la première année et puis être en perte de 600 000 la deuxième. C'est ce qui m'est arrivé, quoi. Ouais. Moi, je suis pas du tout comme ça, moi. À part m'habiller un peu correctement, c'est le seul truc dans lequel je dépense de l'argent. Mais je suis pas du tout dans ces trucs-là, donc c'est un peu loin de moi, mais je comprends très bien aussi. Non mais ok, ça marche. Et pour revenir encore sur ça, d'ailleurs, parce que tu me tends la petite perche sur le chiffre d'affaires, au moment où tu annonces donc ce record de 6,4 millions dans ce podcast, encore une fois, tu le dis aussitôt, c'est une anomalie, c'est pas la norme de faire ça. Je sais pas si tu te souviens de comment tu l'annonces, mais vraiment, tu dis j'ai fait 6,4 millions de CA, par contre, c'est une anomalie, c'est pas la norme de faire ça. Et je trouve ça intéressant parce que dans le monde dans lequel on est, en fait, tout le monde veut faire croire que c'est la norme et que moi, je fais 6,4 millions tous les ans. On fait 10 000 euros par mois, après on dit qu'on les a fait tous les mois alors qu'on les a fait qu'une fois. Enfin, c'est juste tout l'opposé, ce que tu as fait, quoi. Comment ça se fait que tu t'es empressé de mentionner ce truc-là, quoi? Parce qu'à l'époque, justement, j'avais une belle voiture que je laissais au garage. J'étais encore... j'assumais pas encore ce truc-là. Et en fait, après, c'est devenu notre norme parce qu'on a fait rarement moins. La seule année où on fait moins, c'est l'an dernier. Donc, tu vois, ça a été le truc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait toujours un trend où on faisait 1,5 million, 2 millions de chiffres pour 200-300 000 de résultats. Et là, c'est vrai que cette année-là, on avait gagné beaucoup plus d'argent. On avait généré beaucoup plus d'argent et gagné beaucoup plus d'argent. L'année d'après, on fait sensiblement le même chiffre d'affaires où là, on ne gagne rien. On se paye confortablement, mais on ne sort pas de dividendes. Et ensuite, il y a eu l'incubateur et compagnie. Donc voilà. Mais ouais, c'était là-dessus...
c'était un peu un complexe, tu vois. En mode, c'est pas la norme, c'est un peu une anomalie. Ouais, c'est un peu ça. Il y a un peu d'imposture derrière ça. Et c'était con. C'était con parce que je pense que quand on prend la parole, quand on est invité quelque part, je crois que c'était un des premiers podcasts où je passais, j'avais pas encore le mien, ou peut-être juste. Mais quand on prend la parole, on a un devoir aussi d'inspiration. Si on est chiant, là maintenant, là il y a certainement des personnes qui nous écoutent depuis plusieurs dizaines de minutes, là, depuis presque une heure très certainement. Et du coup, en fait, si on est chiant, on remplit pas le contrat. Il faut pas se raconter, il faut être le plus honnête possible. Mais il faut essayer d'amener de la valeur et l'inspiration, c'est aussi une sorte de valeur. Donc voilà, donc il faut pas que ce soit de la fierté mal placée. En l'occurrence, là, on les avait vraiment bien mérité ces 6 millions 4. Donc ce sera à redire, je le refais pas. Je refais pas comme ça. Ok, trop bien. Et alors, moi j'identifie que du coup tu t'en as un petit peu servi comme une force, puisque tu l'as documenté, cet échec de Spicy Checkout, que tu es parti le raconter dans les séminaires, etc. Mais si tu avais du coup... tu m'as parlé d'un enseignement, mais à titre personnel, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, peut-être sur ta façon de gérer tes émotions, Ouais. qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, quoi? C'est vraiment cette notion de professionnalisme et d'amateurisme. Cette Ouais. notion où, quand tu es un amateur, tu fais ce que t'aimes, et uniquement ce que t'aimes. Quand tu es un professionnel, tu fais ce que t'aimes très souvent, pas obligatoirement, mais tu fais aussi les trucs qui sont obligatoires. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment la clé. Et maintenant, les Anglais appellent ça eat the frog, manger la grenouille. Et tous les matins, moi je démarre, alors, je suis sur Notion, pardon, et j'ai beaucoup de tâches automatiques tous les jours. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ces tâches-là, donc moi je les appelle les runs, je les traite en premier. Et très souvent, je les traite avant le café du matin. Donc ça va être des trucs aussi chiants que aller vérifier les reportings, aller valider les paiements pour que le comptable puisse payer les fournisseurs, aller valider les idées dans la communication pour que la nana qui fait le copywriting puisse bosser, aller valider les 2-3 trucs que le chef de projet me demande pour qu'il puisse ensuite briefer ses équipes. Et une fois que j'ai fait ça, c'est chiant comme la pluie, tous ces trucs-là. Mais une fois que c'est fait, les autres peuvent bosser. Et après, je peux aller build des trucs. Je peux aller faire un podcast, je peux jouer au paddle avec mes potes ou je peux aller à la kermesse de mes gosses, quoi. C'est vraiment comme ça. Mais je commence toujours par les trucs les plus chiants. Et ça a vraiment changé. Avant, c'était pas ça. Ma mère, elle disait toujours, en plus, quand j'étais gamin, je ne supportais pas les contraintes. Et en fait, ça s'est vraiment matérialisé dans ma vie professionnelle. C'est toujours le cas. Mais du coup, maintenant, il y a un temps pour ça. Il faut qu'il soit le plus court possible. Il faut que ce soit le plus court possible. Il faut que ce soit le plus structuré possible. Et donc voilà. Et du coup, comme tu accompagnes des entrepreneurs de différents niveaux et donc forcément des gens qui débutent, est-ce que tu arrives à identifier c'est quoi tous ces trucs, toutes ces contraintes, tous ces trucs chiants que la plupart des gens ne font pas et qui devraient faire? Ouais. C'est tout ce qu'on appelle le run, donc c'est toutes ces actions du quotidien qui sont souvent les mêmes malgré la différence de business. C'est-à-dire que dans ta boîte, tu as certainement les mêmes actions run que moi ou que ici dans le studio. Sur les trucs basiques, là, comme quelques exemples que je te donne, là je parlais d'administratif. D'administratif, de financier. Très souvent, c'est ça. Donc voilà, c'est des actions qui sont plutôt transversales au business, qui sont un peu les mêmes dans tous les business. Et ouais, ça, on a Playbookisé ça, il y en a un bon paquet. Nous, il y en a une 50aine dans la boîte qui tourne en automatique, donc une 50aine de tâches hebdomadaires. C'est des trucs qu'il faut faire, dans tous les cas. Et c'est pas parce que, au départ, je me suis dit, mais ça va me faire beaucoup trop de tâches, ça va popper dans tous les sens, genre des notifs dans tous les sens. Dans tous les cas, ces tâches-là, elles doivent être faites. Et le fait de les matérialiser, ça m'évite de mettre un mouchoir dessus et de dire elle n'existe pas. C'est-à-dire que je fais l'action volontaire d'aller cocher cette tâche de oui, je suis allé écrire, je dois écrire un post LinkedIn. Marguerite m'a demandé 3 conseils clés de je sais pas quoi. Ça me passionne pas de le faire de suite, mais bon, par contre, voilà, j'ai besoin de le faire, la tâche. Et je vais pas aller cocher la tâche, la case dans nos chaînes si je l'ai pas fait. Donc du coup, ça va toujours rester là. Et donc du coup, c'est vraiment se contraindre et matérialiser ce qu'on doit faire. C'est vraiment hyper important. Et donc là-dessus, il faut vraiment prendre un point de vue ultra dézoomé et comprendre comment la boîte fonctionne. Et l'avantage, c'est que quand on fait ça, il suffit juste de changer le destinataire d'une tâche très rapidement pour dire ok, en fait, c'est plus moi qui vais valider les factures fournisseurs parce qu'en fait, j'ai déjà fait 100 fois. C'est documenté, il y a une tâche automatique et donc du coup, je délègue. Mais on peut pas déléguer si on n'a pas playbookisé, si on n'a pas une analyse précise de comment fonctionne sa boîte. Ouais, clairement. Et c'est ça, devenir soldat. Ouais, je comprends. Ok. Et est-ce que maintenant,
parce que je sais que moi, ça me le fait. Tous ces trucs un petit peu chiants. Bon, déjà, j'ai le bonheur de travailler avec un associé qui adore faire tous ces trucs-là, qui adore suivre les KPI, qui adore bien remplir le CRM de manière générale, quoi, le suivi financier, les chiffres à la fin du mois et tout. Il adore faire ça. Alors que moi, je déteste faire ça. Mais quand je le faisais encore, et je le fais encore assez souvent d'ailleurs, nous on n'est que 3 dans la boîte, 2 avec mon associé, puis un monteur en fait, globalement. Quand je le fais, ça me fait du bien de l'avoir fait. Je sais pas si toi ça te fait, ça me libère vraiment un truc de ça y est, c'est fait ce truc. Quoi. Mais le fait de le matérialiser, le fait d'avoir ces tâches automatiques, le fait d'avoir cette routine-là, t'as ce côté, un peu comme quand... C'est exactement comme la séance de muscu. Ouais. T'as jamais envie d'y aller, mais t'es toujours satisfait en partant. Même si t'as pas fait une perf. C'est fait, tu vois. C'est évacué. Ouais. Et le fait de le matérialiser, ça te crée un... T'as un vrai sentiment d'accomplissement. Pourtant, c'est truc chiant. Enfin, je veux dire, valider la facture pour qu'on puisse payer le graphiste ou je sais pas quoi. Ça me passionne pas. Mais il faut le faire parce qu'on a dit que j'avais le dernier regard sur qui payait quoi. Ouais. Parce que t'es un professionnel, quoi. T'es un entrepreneur. Et on se professionnalise, exactement. D'ailleurs, c'est un truc aussi que je voulais dire au tout début quand je te présentais, c'est que avec tout ce que tu as créé, avec le mastermind, avec le professionnalisme, avec les belles têtes finalement qu'il y a aussi dans le mastermind, et moi c'est aussi pour ça que je t'aime bien toi, que j'aime bien Jérémy, parce que vous montrez, vous prouvez que l'entrepreneuriat peut être encore sérieux, que même si on est des gourous, qui accompagnons des gourous, c'est un truc qui est viable, qui est durable, enfin c'est une vraie boîte, quoi, c'est des vraies entreprises, quoi. Qu'on voit plus du tout. Enfin, j'ai l'impression que les gens de l'extérieur voient pas ça comme une entreprise, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu... disons que ça fait écho à une conversation qu'on avait tout à l'heure quand on marchait. Il y a des passeurs et il y a des buteurs. Des initiateurs et des buteurs, disons. Il y a des gourous très, très, très mass market, mainstream. On peut citer Yomi, qui je m'entends très bien, et il le sait, c'est le plus gros. Donc on peut le citer. Et du coup, il va montrer un idéal de vie à Dubaï, jeune, beau, talentueux, etc. Mais, et c'est très bien. Et en plus, il vit vraiment comme ça. Pour le connaître, il vit vraiment comme ça. Donc il est sincère. Et puis lui, c'est le premier à l'avoir fait. Donc, exactement. C'est pour ça qu'on le cite. Il est légitime, quoi. C'est le plus gros et en plus, il est honnête. Donc il y en a plein qui sont pas honnêtes. Mais du coup, lui, tu vois, lui, l'initiateur. Ok, il va inspirer plein de gens. Après, il va y avoir d'autres personnes, comme Jérémy ou comme moi, où on est beaucoup moins connus. On ne s'adresse pas du tout à de la masse. On va s'adresser vraiment à un tout petit segment des entrepreneurs du web. Mais Jérémy, il a son gosse, il a son chien, il a sa nana, il a son appart. Moi, c'est pareil. J'ai mon chien, j'ai mon poisson rouge, j'ai mes 2 gosses, j'ai ma baraque. On a décidé de vivre en France. Et en fait, il y a des gens qui vont se reconnaître à ça. Que ça va inspirer. Mais il y en a d'autres, ça va pas du tout leur parler. Ils ont envie d'être inspirés par un mec qui vit à Dubaï, qui bosse, qui remplit ses tableurs, qui fait ses séances de muscu et qui fait des prises de sang toutes les semaines, parce qu'en fait, il vit vraiment comme ça. Et ça va plus s'inspirer. Et puis, il y a des nanas qui vont préférer aller voir Nina Ramen, qui est une copine aussi, qui est plus sur des thématiques donc de copywriting, et puis sur plus faire en sorte que la femme, rendre une belle place à la femme, tu vois, voilà, que la femme se sente, se sente égale de l'homme, etc. Tu sais, c'est son combat. Y en a d'autres qui vont dire, admettons, plus Tougan, ça m'inspire plus. Moi, j'ai plus envie de me barrer dans les pays de l'Est, d'être antifragile. Voilà, exactement. D'avoir de l'or physique, des bitcoins et je sais plus quel truc dans une monnaie qui pourra pas dévaluer parce que je sais pas quoi. Et qui vont vivre. Mais en fait, c'est juste une question. Il faut trouver là-dessus, il faut trouver la personne avec qui on fit le plus. Et c'est vrai que dans le mastermind, si on fait le point, les profils, c'est entre 30 et 40 ans. Beaucoup de darons, donc beaucoup de personnes qui ont des enfants, des parents de famille. Ils vivent tous en France ou presque. Ceux qui ne vivent pas en France sont suisses. Enfin, ceux qui vivent en Suisse, parce qu'ils sont tout simplement suisses. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de volonté de se barrer. Et on n'a rien contre les gens qui se barrent. C'est juste que nous, aujourd'hui, on ne le fait pas. Ensuite, business long terme. On paye notre TVA, on paye nos trucs. C'est pas le plus rigolo, mais bon, c'est quand même un point commun. Et puis, on décide d'entreprendre en France, on décide d'avoir une vie de famille, on décide d'avoir une vie personnelle. Et ce triptyque dont je te parlais tout à l'heure, le pro, le perso et la famille, c'est un petit peu le mot d'ordre du mastermind. Avec ces notions de souveraineté, c'est en gros, je suis en France, on peut faire des trucs en France. Par contre, on va faire en sorte de ne jamais être contraint, d'être toujours libre.
libre de nos revenus, libre de nos mouvements, etc., etc. Et donc voilà, c'est un peu la tonalité sur laquelle on se rejoint avec Jérémy, qui est un super pote. Ouais, carrément. Mais moi, c'est pour ça que... Alors, je pense qu'il y a un moment où il va falloir que, tu vois, on revient sur ce truc amateur-pro, peut-être que je devais devoir recevoir dans ce podcast pour le faire scaler un peu des gens un peu plus mainstream qui sont pas forcément alignés avec ce que moi je fais, avec mon marketing, avec l'image que je veux dégager. Mais ouais, moi, j'aimerais bien justement recevoir, discuter, connecter, qu'avec des gens comme vous, parce que ça me ressemble, parce que c'est plus ce que j'ai envie de dégager. Et puis finalement, en fait, l'audience que tu attires derrière, elle te ressemble. Ouais. Elles sont en général beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus engagées. Ouais, il en faut pour tout. En tout cas, nous, on se reconnaît plus là-dedans. Ouais. Sans faire de jugement de valeur. Oui, c'est vrai. Faut pas... Mais on se reconnaît, ouais, on sait. Oui, c'est ça, de toute façon, qui se ressemblent s'assemblent, et puis voilà. La majorité des gens qui ne fit pas avec ce genre de lifestyle, ils ont déjà quitté le podcast, là. Ils sont plus là. Ouais, c'est clair. Et en fait, moi, je trouve ça un peu frustrant, et c'est pour ça que j'en parle. Et d'ailleurs, c'est 2-3 fois, j'échange pas du tout quotidiennement avec Jérémy, mais il y a 2-3 fois où j'échange avec lui. Et je lui fais part de ce genre de truc, c'est un peu frustrant parce que justement, il y a ces gros concurrents avec des grosses promesses qui viennent tout allumer et qui, en général, alors c'est pas un jugement de valeur, c'est pas une généralité, il y a des mecs qui sont très sérieux comme Yomi, mais qui, en général, délivrent pas ce qu'ils ont promis. Et quand toi, derrière, tu veux faire du beau boulot et que t'es pas du tout dans ce marketing agressif, bah, du coup, ils prennent un petit peu plus d'avance, c'est très frustrant. Donc j'échange beaucoup avec lui là-dessus, avec Jérémy, enfin beaucoup, tout est relatif, mais il en revient toujours à ce truc de t'as envie d'être qui quand tu te regardes dans le miroir à la fin de la journée, quoi. Et ouais, enfin, voilà, c'était pour mettre un petit mot là-dessus. Ok, mais on va tout doucement s'approcher de la fin. Tu penses que c'est quoi, pour rester un peu dans ce thème-là, tu penses qu'ils ont peur de quoi les gens, de manière générale, ceux qui veulent se lancer et qui ne le font pas? Je le vois dans l'incubateur toutes les semaines. Très souvent, les gens ne lancent pas parce qu'ils attendent d'avoir le projet parfait. Ils attendent d'avoir la boîte parfaite sur papier. Et en fait, bah, ça n'existe pas. La boîte parfaite, elle n'existe pas. Du coup, c'est quoi la peur qui est associée à ça? La peur, bah, c'est la peur de l'échec. C'est la peur de l'échec. Et donc, du coup, il y a une procrastination parce que les gens veulent, avant de se lancer, avoir toutes les informations. Et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, c'est l'action qui crée l'info. Tu fais des choses, tu te rends compte d'une réalité. Tu te rends compte d'une réalité, tu itères, tu récupères d'autres infos, tu réadaptes, tu récupères des infos, tu réitères, etc. Et ça s'appelle le lean. Un truc qui est documenté depuis les années 70. C'est Toyota qui a fait ça dans les années 70, tu vois. Après, bon, ça a été modernisé, s'il y a le lean startup. Ça vient d'eux, ça? Ouais, c'est Toyota au départ. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est, voilà, tu lances. Donc voilà, il faut voir lean. C'est qu'en fait, il faut qu'on ait une vision. En fait, il faut travailler sur 2 échelles. Il faut une vision pour savoir, voilà, qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie d'être. Comment j'ai envie d'atteindre ce truc-là. L'entreprise doit être au service de la vision personnelle. C'est pas je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas ça la vision. Ça, c'est une connerie. Moi, j'ai trop fonctionné comme ça et donc c'est pour ça que je me permets de dire d'une manière très ferme que c'est une connerie. Parce que c'est un moyen pour obtenir le truc. Moi, j'ai un côté, ma vision, c'est de créer une dynastie. Je veux pouvoir créer quelque chose et le laisser à mes enfants, pour le coup, et tout en leur laissant un cadre. Donc voilà, il y a ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Donc voilà. Ma boîte, c'est un des moyens. Une fois que j'ai ça, ben, je vais devoir trouver un chemin. Et ce chemin, ben, en fait, à certains moments, je vais prendre une route et puis je me rends compte qu'il y a une déviation. Je pensais que ce business allait être un bon business et puis en fait, ben, je me suis pas rendu compte qu'une loi allait changer, une régie publicitaire allait changer, les habitudes de consommation allaient évoluer, etc. Et donc, je garde les yeux ouverts et j'itère. Et donc, c'est vraiment ça. C'est l'action qui crée l'info. Et donc, tous les gens qui veulent avoir la boîte parfaite sur papier, / les gens qui veulent recopier bêtement dans le sens sans mettre d'intelligence, la boîte de quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. Des gens qui ont voulu répliquer l'incubateur, il y en a eu des dizaines. Vraiment. Mais ça a rarement fonctionné. Je crois même que ça n'a jamais fonctionné. Parce que les gens n'ont pas pigé comment moi, avec mon avantage déloyal, ton histoire, mon histoire, ton expérience, j'ai pu distribuer l'incubateur. Alors qu'il y a des gens qui le feront mieux, mais ils le feront d'une manière différente parce qu'on n'a juste pas la même histoire et pas les mêmes assets. Vraiment l'avantage déloyal. C'est vraiment ça l'avantage concurrentiel. Et donc voilà, donc il ne faut pas attendre d'avoir la copie parfaite pour se lancer. Il faut une vision long terme.
Mais le chemin, ça va être que de l'itération. Et un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait réagir aux situations. S'il n'y a pas de situation, parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien à réagir, donc on n'est pas un entrepreneur. Ouais, très bien. Il y a un truc que je voulais dire au tout début du podcast, je voulais dire qu'on évite d'utiliser les mots mindset, tous les mots qu'on entend un peu dans notre écosystème qui sont un peu, alors peut-être pas à connotation négative, mais que j'ai l'impression que les gens les ont tellement bouffés qu'ils n'arrivent plus à comprendre le sens qu'il y a derrière, et que du coup, il faut un peu le dimensionnaliser, il faut le packager pour qu'ils comprennent, quoi. Et donc, c'est pas mal, ça, l'information est dans l'action. Être en mouvement, en fait. Ouais. Mais tu vois, le côté, tout à l'heure, j'utilise le mot souveraineté. C'est un mot qui fait peur. Ça a été vachement utilisé par les politiciens, etc. Et si j'utilise souveraineté, c'est pour ne pas utiliser le mot liberté. Parce que liberté, tu auras tous les vendeurs de formations sur Internet. Je vends des formations sur Internet, donc il n'y a pas de mépris de classe. Mais ils ne parlent que de liberté. Liberté géographique, financière, je sais pas quoi. Et en fait, c'est galvaudé. Et donc, moi, je parle de souveraineté. Alors, ça a été beaucoup utilisé dans le monde politique, donc il faut s'en méfier. C'est pour ça que très souvent, je corrige. Hein, voilà. Mais oui, en effet, il faut se méfier des mots qu'on utilise. Et en vrai, le mindset, c'est ultra important, mais quand on dit mindset, ça fait chier tout le monde. Ouais. Et c'est Manoa qui, dans le podcast que j'ai fait avec lui, qui avait dit on va juste en fait le remplacer par état d'esprit. Ouais. Alors il se rattrape, il dit alors, le débile de base, il va dire bah oui, c'est la traduction, mais en même temps, ça a une connotation bien différente, tu vois. Dire l'état d'esprit, le schéma de pensée. Mais ouais, je trouve ça vachement intéressant. Et pour un petit peu terminer, c'est quoi peut-être que ça va faire relativiser des gens les aspects négatifs de l'entrepreneuriat. En fait, dans un monde où tout le monde prône l'entrepreneuriat comme l'Eldorado, et que la plupart des gens n'ont pas conscience de tout ce que ça représente, bien que ce soit cool, etc. Enfin, il y a beaucoup d'aspects positifs. Mais c'est quoi, disons, les choses sur lesquelles vont devoir se préparer les gens qui se lancent, quoi, les petits aspects négatifs? Une pièce, ça a deux faces. Du coup, tu lances un projet, t'as l'idée de ce que ça va te rapporter. Mais si la pièce, pour reprendre l'image, c'est le projet, donc t'as le côté pile, où t'as les gains potentiels, ce que ça va créer en termes d'image de toi, personnellement et vers les autres, en termes de revenus, en termes de situation quelconque. Et l'autre côté, c'est ce que ça va te coûter, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est les efforts qu'il va falloir faire. La solitude de ouf, parce qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut. Et tu vois, je vais dire un truc complètement contre-intuitif. Moi, je vends du mastermind. Donc, je vends à des entrepreneurs le fait que d'être ensemble, ça leur permettra d'aller plus loin. Mais breaking news, tu peux être dans tous les masterminds que tu veux, t'entreprends tout seul. Donc, tu vois, je vais démonter mon argument principal. Parce qu'en fait, tes décisions, tu les prends tout seul. Et surtout, t'es tout seul face à ton stress. T'es tout seul face à tes nuits blanches, à ta peur du manque. Et donc ça va forcément arriver. Ta peur du manque, putain. T'es tout seul face à ça. Et, tu vois, on est deux gars, tu dors, t'as ta nana qui est à côté. Elle dort. Elle dort bien. Et toi, t'es là, tu dis, mais putain, mais si je signe pas ce truc-là, ça va parler à ce truc-là s'arrête, comment on fait? Parce que là, on a parlé de millions de machins et tout. Tu peux faire les millions que tu veux. La fois où j'ai eu la plus grosse peur du manque, moi, c'est quand je faisais 11 millions par an. On en parlait tout à l'heure. Quand je t'ai dit que c'était la pire année de ma vie. Ça a été une année où il y a eu que la peur du manque. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur du manque financier, oui, un peu. Mais derrière, il y a la peur de, OK, et si ça s'arrête, je suis qui au final? Parce que je m'identifie à ça. Ouais. Et donc ça, t'es tout seul face à ça. Donc tu peux faire tous les masterminds que tu veux, tu seras tout seul face à ça. Que ce soit mon mastermind, même si c'est certainement le meilleur. mais en fait, on est obligé d'être honnête là-dessus. Ces trucs-là, c'est une obligation. Ces stress-là, on va forcément les avoir. On va forcément avoir le contrôle fiscal. C'est obligatoire. Tout le monde a les contrôles fiscaux. On va forcément avoir le blocage du compte pub quand on fait du e-commerce, quand on fait des machins. Ça, c'est obligatoire. Et face à ça, t'es tout seul face à ta réaction. Et ça, souvent, on le sous-estime. Le côté plus dark de l'entrepreneuriat, la deuxième phase de la pièce, quoi. Ouais. Moi, je suis dans la phase en ce moment où, en fait, mon ambition est de grossir encore, gagner plus d'argent, passer des paliers. Et tu vois, le 0 à 10, bon, disons que d'un point de vue... Alors, il est compliqué stratégiquement, financièrement, mais intérieur, stress, etc., ça va encore. Mais je trouve qu'une fois qu'on a passé les 10 000, le stress, il est 10, 20...
30, et moi j'ai pas encore dépassé ce palier-là, mais au-delà de 30, je sais pas ce que ça fait encore. Mais en dessous, donc déjà de 10 à 30, je trouve que le niveau stress, il est compliqué, que les responsabilités, elles sont différentes, que le temps, il est différent, que le soir, quand tu es dans ton lit, c'est différent. Et en fait, il y en a beaucoup, je pense, qui sont... Alors sans me jeter des fleurs ou jeter des fleurs à ceux qui sont encore plus hauts, mais qui sont pas du tout prêts à vivre tout ça, quoi. Souvent, moi, je parle de ça. Je parle de, justement, attention, là t'as fait un bon lancement. Ça s'est bien passé. Prochaine étape, tu risques de vivre ce stress-là. Parce que tu vas post-rationaliser ton succès. Ouais. Tu vas croire que c'est ta norme, ou tu vas t'identifier à ça. Voilà. Putain, ouais, ça c'est vrai, ça. Et en fait, tu vas post-rationaliser le truc. Et donc, aussi bien le succès que l'échec. Hein. C'est pas parce que ton lancement est mauvais que t'es une mauvaise personne. Ouais, c'est pas parce que ton lancement est bon que t'es une bonne personne. C'est, dans ce sens-là, on se le dit rarement, mais c'est le cas. T'es pas le roi du monde parce que t'as fait un bon lancement. T'as juste mis les bonnes actions. Mais du coup, l'étape d'après, c'est de post-rationaliser le truc. Et donc, méfie-toi, fais attention, machin. Et ça, moi, c'est un truc, j'en parle tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et puis on passe tous par ces étapes. C'est incroyable. Hein. Des gens, on a juste des niveaux différents. Et en plus, c'est des niveaux qui oscillent. Toi, tu dis que tu as ton seuil. Voilà, tu as découvert le seuil sur lequel tu étais confortable, pas confortable. Moi aussi, mais il a évolué. Maintenant... Ouais, en fait, tu travailles d'autres choses, en fait. Ouais, c'est ça. Faut travailler d'autres aspects, faut travailler d'autres choses. Faut se faire accompagner sur des trucs. Tu parlais du syndrome du sauveur, tu t'es fait accompagner là-dessus. C'est plus du tout le même game au-delà de 0 à 1, je pense. Hein, 0 à 10, quoi. À la fin, même quand tu imprimes des millions, tu reviens à des questionnements extrêmement basiques. Hein. Ouais. C'est toujours les mêmes sujets. Hein. Tu as toujours une notion d'imposture, où en fait, tu n'assumes pas le statut que tu viens de prendre. Moi, dans mon cas, il y a une notion de sauveur et une notion de peur du manque. Mais c'est les trois trucs. C'est ça, ça s'appelle l'effet Barnum. C'est en gros, on parle, c'est un peu comme quand tu vas à l'église, ce que te raconte le curé, tu as l'impression qu'il te le dit pour toi. Ouais. Quand tu écoutes un podcast, tu as l'impression qu'on te le dit pour toi. L'horoscope et tout ça. Ouais, l'horoscope, exactement. Et bien là, c'est exactement ça. Syndrome du sauveur, peur du manque et le troisième que je viens de te dire, la légitimité, voilà, ça parle à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont hyper ancrés en nous. C'est ultra naturel. C'est impossible de l'effacer. C'est ultra ancré en nous. C'est comme l'envie de manger, l'envie de se battre, l'envie ou l'envie de procréer. C'est des trucs, c'est profondément nous. Mais ça, c'est d'autres craintes. Et elles sont là. Il faut juste faire avec. C'est nos démons. Ouais, c'est super intéressant. Je suis en plein dedans, donc c'est super intéressant. On va tout doucement finir. Juste pour terminer, tu vois comment le business en ligne évolue, et puis si tu as un petit mot par rapport au business en ligne de manière générale et sur ce que tu vois dans les années à venir. Tu vois, j'ai vu, pour te donner un exemple, peut-être que ça va t'aider à répondre, Jérémy justement qui parle des nouvelles tendances marketing, que l'ancien marketing et les trucs qui clignotent, les saucisses, c'est mort, qu'il faut de la relation, etc. Tougan qui le dit beaucoup aussi. Toi, c'est quoi un petit peu ton avis sur tout ça ? Bah alors, de ce que j'observe, dans le mastermind, il y a des gens, on commence toujours par les good news, quoi. Et les good news, il y en a beaucoup qui disent tous les mois qu'ils ont fait leur meilleur mois historique. Donc en fait, il y a de plus en plus de gens qui gagnent de l'argent sur Internet, en vendant de les prestations de services ou de la formation, en vendant de l'expertise. Hein. Donc ça, je l'observe. Mais j'observe aussi que c'est de plus en plus compliqué de se lancer. Parce que, justement, il y a de plus en plus de monde. Donc c'est un peu comme au départ d'un marathon, quoi. Tu prends des coups de coude. J'ai jamais fait de marathon. Mais je crois que c'est ça. Et du coup, donc c'est de plus en plus compliqué de se lancer. Il faut bosser de plus en plus. C'est-à-dire que vendre juste du PDF, maintenant, c'est compliqué, je pense. Il faut faire de plus en plus d'accompagnement, etc. Ça, c'est mon intuition. C'est pas une vérité, c'est mon intuition. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui gagnent de l'argent. Ok. Donc, il y a un grand écart. En fait. Ouais, il y a un grand écart. La complexité augmente, mais le potentiel augmente aussi. Et là où je rejoins Jérémy, c'est qu'on ne vend plus des formations comme on en vendait il y a 5 ou 10 ans. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Il y a eu l'avant, l'après-Covid. Ouais, clairement. Ouais. Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont acheté leur première formation, leur première prestation en ligne pendant le Covid. Il y a eu plein de sujets de reconversion professionnelle. Donc, il y a eu beaucoup d'initiations à l'achat. Donc, il y a des gens qui ont été déçus, il y a des gens qui ont été contents. Et ce qui est sûr, c'est que maintenant, l'avatar client, c'est plus nos darons, c'est nous. Maintenant, on est des acheteurs de formation. Maintenant, c'est plus Christine et Bernard qui vont acheter des formations. C'est des gens de notre âge, de moins de 35 balais.
Voilà, donc ça se professionnalise. Il faut faire les choses de plus en plus propres. Il y a encore de la place. Voilà, il faut juste bosser un petit peu plus, très certainement. Ok. Bah, écoute, on va clôturer sur. Il y a encore de la place et qu'il y aura de plus en plus de gens qui gagnent de l'argent. Il faut garder tout ça en tête. Est-ce que ça t'a plu? C'était trop bien. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Gérald d'avoir accepté beaucoup, l'invitation. Il y aura tous les liens donc dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Laissez un petit commentaire pour donner votre avis. Et aussi me dire des personnes que vous aimeriez voir, ça ce serait cool. Et puis on va se laisser là-dessus. Encore merci Gérald. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao tout le monde. Ciao.